Comme CRO, on dit souvent qu'il y a trois certitudes dans la vie, la mort, les taxes puis les quotas qui augmentent. Nous, on deal avec les trois. Un coup que c'est arrivé, es-tu capable de planifier mon décès? La décision se fait comme dans les 2 semaines qui suivent le décès. Puis là, à ce moment-là, ben, tout le monde essaie de te vendre des sandwichs pas de croûte, une urne ou une pierre tombale, tout ça. Donc, il y a bien des choses qui se passent. Il y a beaucoup de décisions et de logistique à prendre. Ça coûte excessivement cher d'acquérir un client dans cette fenêtre-là. Mon lifetime value est au-dessus de 100 000 là, pour un client. Donc, mais ça, c'est sur 22 ans. Les gens, ils se battent pas pour les rayères, là, ils se battent pour la balayeuse Electrolux puis la dernière batch de tarte aux pommes qui a été faite, qui est au congélateur. Alexandre Gauthier, bienvenue sur Ça se passe. François, merci de m'avoir invité. Comment ça va, mon gars? Super. Je suis vraiment stoked, j'avais hâte de faire ce podcast-là parce que l'industrie que tu as avec Clear Estate, c'est quelque chose qu'on parle pas assez souvent, puis ça amène des particularités au niveau produit, même fundraising, même go-to-market qui sont vraiment spéciales. Fait qu'on va pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus exotique à décortiquer. Mais avant que je vende plus de punch, ton nom, ton rôle, puis la business que tu représentes, c'est quoi? Oui, ben moi, c'est Alexandre Gauthier. Je suis cofondateur et chef des revenus chez Clear Estate. Donc, je m'occupe de tout ce qui est vente, marketing et partenariat dans notre startup. Puis Clear Estate, pour un moldu de la succession, quelqu'un qui ne catch pas un peu c'est quoi, explique-nous donc c'est quoi que ça fait pitch l'ascenseur. Mais comme CRO, on dit souvent qu'il y a trois certitudes dans la vie, la mort, les taxes puis les quotas qui augmentent. Donc, nous, on deal avec les trois. Donc quand quelqu'un décède, il y a quelqu'un d'autre qui joue le rôle d'exécuteur testamentaire ou de liquidateur au Québec qui doit gérer tout ce qui reste. Donc, c'est-à-dire gérer, dealer avec les institutions financières, les paliers de gouvernement, les héritiers, s'occuper de vendre la maison, comme organiser, nettoyer, toutes ces choses-là, doit également canceller l'Internet, toutes ces choses-là. Donc, nous, on vient... c'est beaucoup de travail, là. C'est 16 à 36 mois de travail, des centaines d'heures dans un des pires moments de ta vie. Donc, Clear Estate, ce qu'on vient faire, c'est qu'on accompagne les familles à travers ce processus-là. Puis on aide les Canadiens à idéalement planifier leur succession. La plupart des gens nous nomment comme leur liquidateur ou leur exécuteur testamentaire au décès. Donc, quand l'inévitable arrive, ben c'est Clear Estate, un tierce partie neutre qui vient appuyer la famille puis qui vient s'occuper de toute cette chose-là pour que un moment qui est déjà difficile ne devienne pas pire à cause de la paperasse puis de la bureaucratie. L'inévitable. Je pense que Brian Johnson dirait « Ouais, not so fast. Don't die, ça se peut. Ça se peut. Peut-être qu'un jour, c'est lui qui va fucker ton modèle d'affaires. » C'est pas les AI qui me fait peur. Moi, c'est les milliardaires de la Silicon Valley qui sont en train de renverser le processus de la mort. Ça me fait bien peur. J'avais pas le choix de faire la blague. Non, mais blague à part, je sais que tout est passé à travers certaines choses. Moi aussi, d'autres membres dans ma famille, c'est un... On a connecté là-dessus, d'ailleurs. Hein, notre première rencontre, je t'ai parlé de ce que je faisais, puis comme on a tous les deux eu une pause où on s'est rendu compte qu'on avait eu des expériences dans notre vie qui étaient sensibles. Mais ce que je trouve dope aussi, puis en tout cas, tu vas pouvoir l'expliquer encore mieux plus tard dans le convo, mais genre, c'est pas le calinette de la succession, là. C'est pas... Non, tu comprends ce que je veux dire? Genre, quand ça pète, là, genre, puis que là, oh fuck, on a perdu quelqu'un, oh fuck, sont où ses affaires, oh fuck, faut gérer ça. T'appelles pas juste quelqu'un en alarme, tout est comme en amont pour être sûr que justement, ça soit pas une alarme, que ça soit pas genre un shit show quand ça arrive. Puis c'est Dieu sait que c'est important. C'est drôle que tu parles de Calinette parce qu'à l'interne, chez nous, là, moi, j'ai beaucoup de respect pour Calinette, puis... parce que j'ai jamais eu de sinistre chez nous, mais il y a juste une compagnie, c'est pas une plug, là. Mais il y a juste une compagnie que j'appellerais parce que je connais le jingle. Je veux la même chose pour Clear Estate. Moi, ça m'inspire beaucoup comment ils positionnent leur entreprise puis comment ils font leur branding parce que ça ressemble beaucoup à ce que je vis comme business. Là, ouais. Il va falloir que tu fine-tunes le jingle pour que ça soit un peu moins upbeat. Mais non, je te filme, man. OK, cool. Fait que là, positionne-moi dans l'espace-temps de start-up de genre
ta business est rendue où? Lance-moi une couple de chiffres. Là. Ouais, on a démarré en 2020, donc c'est notre 6e année d'opération. On a aidé, on approche des 10 000 familles qu'on va avoir accompagnées à travers le processus. Puis cette année, on va en ajouter probablement 5 000 familles là, on va faire la planification, on va accompagner en cas de décès. OK. On a levé à peu près 40 millions en financement avec Diagram Ventures, avec Homers Ventures, IQ récemment, c'est Investissement Québec s'est ajouté au roster. Puis on a des stratégiques, donc on a NA Ventures, donc la Banque nationale, IG, Gestion de patrimoine, puis Canada Vie, qui font partie de notre écosystème là, d'investisseurs. Qui ont mis du cash puis qui sont Qui ont mis du cash, ouais, exactement, puis qui sont des excellents partenaires avec nous. Puis nous, tu sais, on est une machine à accumuler des actifs sous gestion future. Comme je te disais, les gens nous nomment comme liquidateurs, ce qui veut dire qu'à un moment donné, on va gérer leurs avoirs. Puis là, on est rendu à peu près à 10 milliards d'actifs sous gestion future. Juste le mois dernier, on a ajouté 660 millions. Donc, on est dans une très grosse accélération là-dessus, puis on est très fiers. Insane. Puis, vous êtes combien? On est à peu près 80, à peu près 20 en ingénierie, produits, 20 en vente marketing, 30 en service, tu sais, CS, nos experts, tout ça, puis une dizaine en HR, administration. Il y a du monde à la shop, man. Il y a du monde à la shop. Je me rappelais pas que c'était autant. Puis, ouais. c'est quoi la dernière ronde, dans le fond? C'est genre un C ou un A? Ou Ouais, c'est A+, là, tu sais, on est pas tout à fait B, on est dans le monde A+, exact. Puis c'était quand? Ça date de quand, la dernière fois que vous avez reçu du cash? Ça doit faire près de 18 mois. OK, c'est bon. Ouais. Fait qu'il va peut-être avoir des annonces dans le futur. Je peux pas approuver ou refuser cette affirmation. Right. Avant qu'on dive deeper dans Clear Estate, je veux faire un mini parenthèse passée, parce que tu es passé dans une grosse business de Québec aussi vraiment cool qui s'appelle Amelia. Parle-moi, mettons, c'est quoi les apprentissages ou les expériences qui t'ont marqué chez Amelia, que ce soit le fun ou tough. Ouais. Puis si tu veux rappeler au monde, grosso modo, c'est quoi qu'Amelia fait? Là? Amelia, c'est une boîte qui fait un logiciel un peu commerce électronique. C'est plus un ERP vraiment pour des organismes dans le loisir. Et donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait c'est encore fou de penser que les inscriptions en ligne pouvaient se faire papier. Hein, les gens allaient en file, donner leur nom payé pour inscrire leurs enfants à gymnastique au camp de jour, etc. Ouais. Puis nous, l'objectif, c'était de mettre ça sur l'Internet puis d'amener le commerce électronique dans ce milieu-là. Quand j'ai joint Amelia, c'était un peu moins d'1 million de revenus. J'ai quitté, on était rendu à peu près 10-12 millions de revenus. Donc, ça a été une belle ride, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de trucs. Tu sais, je pense il y a un moment où anecdote là qui va me rester avec moi toute ma vie. On a une période où à un moment donné, on était encore en mode OK, on est une boîte d'e-commerce, on n'est pas encore une fintech réellement. Là. Puis on a eu beaucoup de succès avec pendant une période de temps avec les camps de jour. Puis, je sais pas si tu connais le niveau d'engouement des parents pour les camps de jour, là, mais c'est comme vendre des billets pour les Backstreet Boys. Là. Ça part là, comme instantanément. Puis on a été victime un peu de notre succès. Puis il y a une journée, c'était un 30 mars, il y a eu tellement d'inscriptions cette journée-là que la batch de transactions qu'on a envoyée à notre payment processor était trop grosse, puis on n'a pas réussi à l'envoyer au complet avant le time-out, ce qui fait que ça a recommencé. Puis ça a recommencé. Fait qu'un camp de jour, ça peut coûter 1000$. Il y a du monde là, que le 30 mars, 2 jours avant que leur hypothèque passe, sont mis à avoir des 2, 3, 4, 5, 6 000 qui passaient dans leur compte bancaire. Fait que la crise. Fait que j'ai appris beaucoup sur la gestion de crise, sur la sensibilité des données bancaires et ce milieu-là. Et écoute, ça a été
ça a été particulier là, de devoir faire des appels pour expliquer à des mamans que ouais, écoute, il est arrivé telle situation, c'est une erreur de notre part, puis voici ce qu'on va faire pour corriger la situation pour vous. Là. Je peux-tu te faire un transfert Interac? Donc, ouais, ça a parce été que pour fixer court terme, il faut que tu sois scrappy. Tu peux pas nécessairement. Parce que je veux pas mettre ton payment processor en dessous de la. Non, c'était de notre faute. C'était pas le payment processor, c'était nos outils à l'époque qui avaient pas prévu. Un refund, ça prend du temps, right? C'est ça? Ça peut prendre du temps, ouais. Fait que là, eux autres sont comme. Ouais, on a vidé des comptes bancaires. C'est. Hey, dude, ouais. Mais, regarde, la business gros is apprentissage. thriving. Puis, absolument. Je pense, absolument. Absolument. C'était quoi ton rôle? J'aurais dû demander ça. C'était quoi ton rôle? C'était marketing? Ouais, officiellement. Fait que j'ai commencé comme VP marketing, puis je suis devenu COO. Ouais. COO chez Amelia, c'est vraiment un Chief Revenue Officer. C'était vraiment ça. Là. Donc, les équipes qui se rapportaient à moi, c'était vente, marketing, customer success. Puis, y a-tu un autre learning ou une autre anecdote, mettons, qui stick de cette période-là? Ouais, je pense que j'ai appris à aller up-market avec cette business-là. Très intéressant. Puis c'est quelque chose que j'utilise encore aujourd'hui. Là, et en arrivant là-bas, là, chaque vente est un petit miracle, essentiellement. Là, puis on courait après des petites business, des clubs de gymnastique qui font pas beaucoup de revenus. Là, quand ça fait 200, 300, 400 000, c'était ça notre clientèle. Fait que c'est pas beaucoup d'argent là, comme business. Puis de convaincre ces gens-là de nous payer 99$ par mois, puis 1% des transactions, c'était pas facile. Puis à un moment donné, on a décidé d'aller up-market puis de courir après des villes. c'est ça. Puis de faire cette transition-là, ça a été vraiment super intéressant. La stratégie qu'on a prise, c'est qu'on a fait un acqui-hire, qu'on a engagé... l'objectif pour Upmarket, c'était d'aller acquérir des villes puis des méga centres sportifs. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a engagé acqui-hire. On a acheté une business de consultant qui était une consultante, qui était une gourou dans le domaine du sport loisir aux États-Unis. Puis avec elle, on a organisé un Park and Rec Summit à Denver, au Colorado. On a amené 25 directeurs de loisirs pour faire une espèce de conversation sur 3-4 jours qui était un tiers éducation, un tiers product learning, puis un tiers pitch de vente. Puis je pense que cet événement-là nous a coûté quelque chose comme 25 000$. Puis sur 5 ans, il y a à peu près 20 des 25 villes qui sont devenues clients d'Amelia. Puis ça, c'est des pionniers. Là. On a choisi des villes qui étaient considérées comme des pionniers dans le domaine aux États-Unis. Puis ça nous a permis de faire ça. Fait qu'on est passé d'acquérir des clients à 99$ par mois à maintenant, là, Amelia acquérir des clients qui ramènent 1 million d'AR par année et plus. Donc, ça a été grosse différence. On a rebrandé Smart Rec par Amelia. Donc, tout ce processus, ça a été super intéressant. Puis c'est comment tu prends une business qui est reconnue, Amelia, pour gérer des petits clubs à amener ça vers des villes. Ça a été vraiment un gros learning. Puis on fait ça en ce moment également. C'est trop dope, man. C'est sûrement arrivé plein de fois, mais moi, je ne l'ai pas entendu souvent de faire un genre de acqui-hire. C'est basically, je ne veux pas dire un influencer, là, mais genre, c'est quelqu'un qui a tellement de crédibilité puis de industry knowledge que tu genre accélères un peu ta crédibilité, ton go-to-market dans ce space-là, parce que genre la personne arrive avec toutes les portes ouvertes, tous les genres de codes. Puis, absolument. C'est sick quand même. Très sick. Puis c'était juste mettons, la fille, elle avait du staff ou genre c'était pas mal juste une consultancy? C'était une consultante solo à qui on a éventuellement grossi un petit peu l'équipe. Là. Donc, ouais. Trop cool. C'était super. Mais justement, là, on parle Amelia, puis c'est une business en croissance avec des beaux défis. Tu avais un rôle super important là-bas dans l'exec. Mais il y a un moment donné où ce que tu fais, I'm out, je m'en vais, je fais autre chose. Peux-tu juste me ramener dans ton esprit à ce moment-là? Écoute, qu'est-ce que tu disais, genre? Fait que j'ai fait 6 ans chez Amelia, puis j'ai... on dit souvent que les entrepreneurs, ça prend un peu de folie là, pour vouloir être entrepreneur, puis François Gawette, qui était le CEO à l'époque d'Amelia, c'est un gars qui est une machine à idées. Là, c'est vraiment un visionnaire qui croyait beaucoup dans sa business, à la folie. Là, vraiment, là, c'était un passionné, puis j'ai encore à ce jour beaucoup de respect puis une très bonne relation avec François. Puis à un moment donné, je me suis dit,
le flip side d'avoir autant d'idées, là, c'est que des fois, ça peut créer un manque de focus. Oui, éventuellement, je me suis dit, j'ai des frustrations, mais je continue à suivre, tu sais, puis je continue à vouloir que... Puis je sais que la business, ça va fonctionner, mais je me suis dit, s'il y a du monde, si moi, je suis prêt à suivre la folie de François comme ça, il y a peut-être du monde qui sont prêts à suivre ma folie à moi. Puis je me suis dit que moi, j'étais dû pour mon opportunité entrepreneuriale. J'en ai parlé avec François, puis il a été un bon supporter, là, vraiment, pour moi. Okay. Fait que ça s'est fait, je pense, de façon transparente. Je me suis mis à travailler 3 jours par semaine pendant un certain temps pour pouvoir réfléchir à mes opportunités en entrepreneuriat. Ouais, vraiment super. Cool. Puis, au fil de ça, je me suis mis à réfléchir à toutes sortes d'idées. Puis quand ma mère est décédée en 2019, puis j'ai pris le rôle de liquidateur testamentaire. En passant à travers le processus, c'est devenu très clair c'était quoi mon calling. Là. Puis, à ce moment-là, on passait à travers la pandémie pendant que je gérais la succession de ma mère. Puis j'ai comme vécu un moment où j'avais une recherche de sens à ma vie dans la pandémie, là, quand on était tous angoissés et cloîtrés chez nous. Puis c'est devenu très clair, c'était ça mon calling. Trop sick, man. Ouais. C'est triste, évidemment, mais c'est une super origin story de founder en même temps. Ouais. Ouais. Puis, OK, fait que ça veut dire, j'imagine que ce calling-là, il y avait une gravité qui poulait dans cette direction-là qui était bien plus forte que, mettons, genre, tu devais avoir des stock options ou ben tu devais avoir un salaire, des bonnes conditions ailleurs, mais tu étais comme, man, ça pour moi, genre, c'est worth it, puis je suis prêt à mettre une croix sur d'autres affaires, probablement, pour faire ça. Insane. OK, fait que, mais il y a un monde de différence entre je perds un parent, je suis dans le deuil, là, mon esprit high agency entrepreneurial gère toute la succession, puis je suis en train de me dire, Chris, il y a une meilleure manière de faire ça, à je fonde une business pour faire ça, right? Genre. Fait que la version 0.1 était genre dans ta tête. Écoute, le moment clé, là, c'était pas clair. Je gérais la succession, mais c'était pas encore clair là, que c'était ça le calling. Là. Je pensais fintech, je pensais à qu'est-ce que je vais faire. Okay. Fait que je parlais à du monde, je parlais à toutes sortes de monde. Puis à un moment donné, j'ai parlé à un gars qui était à la Banque nationale, qui est un conseiller financier à la Banque nationale, puis qui gérait souvent des successions. Puis là, on se parlait justement de ça, tu sais. Puis je me suis rendu compte que lui, il gérait comme 20-25 successions par année, puis que son fichier, à chaque fois, il partait un fichier Excel from scratch. Là, moi, je regardais mon fichier Excel que je m'étais bâti pour gérer la succession de ma mère était sacoche. Ça avait pas de sens. Fait que la version 0.1 de Clear Estate, c'était mon fichier Excel. C'est ce moment-là où j'ai fait OK, j'ai une to-do, j'ai l'inventaire complet des actifs, des passifs, j'ai le plan de distribution des actifs, je sais c'est quoi que je dois en impôts, j'ai le to-do, là, puis je l'ai amené pour toi. Arrête. Attends, je te jure, Alex, c'est genre... Attends. Quand tu enlèves le masque d'une origin story ou de la V0.1 de n'importe quel startup, 80% du temps, c'est... J'ai gardé ça de toute ma vie, là, depuis que le décès de ma mère. C'est le livre que le gouvernement te donne quand tu as un décès. C'est le guide 2019 des décès. C'est 68 pages en fonte 4 avec toutes les choses que tu dois faire ou ne pas faire peut-être. Là, c'est à toi de figurer. Puis là, il faut que tu figures, tu sais quoi, ces 25 pages-là, ils ne s'adressent pas à moi. Mais là, je viens de les faire. Puis là, donc, moi, ça m'a dit qu'il y avait une opportunité d'améliorer le processus puis que ça soit plus facile à gérer. Dude, c'est insane que t'aies l'artefact un peu genre de cette époque-là. Je l'ai tout le temps à côté de mon bureau depuis que j'ai parti Clear Estate. J'ai comme une étagère, puis il est posé là. Je trouve ça malade, man. Là, je vais te le dire, puis là, c'est... En tout cas, je sais peut-être tes motifs ou whatever, mais je trouve que j'ai vécu quelque chose de similaire quand Valérie Larochelle de Eugéria est venue sur le pod. Eux autres, ce qu'ils font, c'est comme une plateforme qui soit importe des produits ou des solutions pour les personnes en déclin cognitif puis des problèmes de santé mentale plus vieux, là, mettons, ou ils développent leurs propres produits pour ça. Puis c'est comme une e-com plateforme qu'ils vont vendre à différentes compagnies, puis ça aide le monde pour vrai. Puis la notion de calling, là, puis d'avoir un impact positif au-delà d'un genre de ROI,
genre, ça me donne des frissons, man. Puis je trouve ça tellement admirable, hostie, quand il y a des entrepreneurs qui font qui vont dans un chemin de même. Tu sais, je veux pas diss le B2B software de HR, là, mais genre, c'est cool, là, genre, je suis un fan, là, puis ma business avant, c'était une affaire de même, là. Fait que, mais calisse que je trouve ça hot, man, ça m'allume, là. Fait que je t'envoie des fleurs pour ça. Écoute, j'ai fait ça toute ma vie. Je me suis dit ça aussi, là. Tu sais, c'est cool, là, rendre les villes meilleures à vendre leurs activités. Puis, je suis un sportif, moi aussi. T'es un parent. Ouais, je suis un parent. Je comprends. Est-ce que à tous les jours, c'était comme, oh, wow, je change le monde? Non. Puis, mais je pense que la plupart des gens seraient pas le matin en se disant, je change le monde du matin, là. Non. Je te fais. All right, folks. Le Spotlight partenaire du mois, c'est Deck, des agents AI qui opèrent n'importe quel logiciel comme un humain. Parce que le vrai bottleneck avec des agents AI, c'est que la majorité des applications n'ont pas d'API. Donc, ton agent ne peut pas nécessairement se connecter ou rouler des workflows partout où tu voudrais. Deck, eux, règlent ça. Leur plateforme crée des agents computer use dans des VM isolés. C'est des machines virtuelles. Fait que ces agents-là, ils naviguent dans n'importe quel software, ils se loguent, gèrent les captchas, les 2FA, tout ce qu'un humain ferait, mais à l'échelle. Fait que tu plugues l'API de Deck, tu lances un agent, puis ça te retourne des résultats structurés. C'est basically comme donner un ordinateur à ton agent. La compagnie a été fondée à Montréal, 16 millions et demi levés déjà, c'est du monde sérieux. On a tourné une capsule Spotlight avec eux, donc le lien est dans les show notes. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S /deck, DECK, ou directement sur deck.co, DECK.co. OK? De retour au pod. OK. Fait que là, ce dude-là, tu voyais ses Excel, tu contrastais avec ton Excel. Qu'est-ce qui se passe après pour, genre, quand on va arriver à un moment donné à fonder Clearacy? Ouais, j'ai un de mes meilleurs amis, c'est François Lafortune, qui est le CEO de Diagram Ventures. Qui est supposé venir sur le pod en passant. Ouais, je vais y en reparler. Ouais. Puis, écoute, ça faisait quand même une couple d'années que de temps en temps, François, il me tendait une perche pour dire, hey, ça serait cool que tu pourrais être un co-founder dans une des business, tout ça. Puis, je suis comme, ouais, mais tu sais, François, sa barre, c'est l'excellence. Sa barre minimale, c'est l'excellence. Puis j'étais comme, hey, non. Et je me disais, je veux-tu vraiment travailler de cette façon-là en proximité avec un ami aussi proche? Demandant aussi. Ouais, exactement. Je vais-tu le décevoir? C'est une crainte. Là. Puis j'ai éventuellement décidé de quand j'avais lock-in mon idée, j'ai appelé François, je disais, hey François, j'ai une idée, je pense que j'aimerais t'en parler. Puis hey Alex, c'est pas de même que ça marche, je te dis, nous, on engage des MBA de Stanford là, qui ont un processus de vetting d'idées. Puis, fait que rencontre Amélie Fosse-Couture, qui est notre leader là-dessus. Puis, elle va te pitcher une couple des idées qu'on a. Puis la deuxième idée, c'était l'administration de succession. Il y avait un match de timing. Il y avait un match de timing parce qu'il était en réflexion. Il avait déjà entamé une grande réflexion là-dessus. Il y avait des idées. Moi, j'avais des idées. J'avais mon expérience. J'avais mon fichier Excel, ma V0.1. Je connaissais le langage. Puis ça, tout de suite, je suis comme, hey, je pense que j'ai pas besoin de parler de l'idée numéro 3. Là. Je suis comme, c'est ça que je veux faire. Ouais. Fait que ça a été vraiment un fit quasiment instantané. Ça a été très électrique. C'est insane. Mais eux autres, là, je veux pas parler pour eux autres. Tu me diras si c'est vrai ou pas. Ils font jamais un venture qui passe par leur venture studio avec juste un solo founder, right? Il y a toujours des co-founders, il me semble. Ouais. Idéalement, 2. Idéalement 2 co-founders. Nous, on est 3. Puis, tu sais, leur modèle évolue. Là. Vous êtes 3, OK. On est 3 co-founders, ouais. Fait qu'il y a le CEO. Il y a Davidé qui est notre CEO. Il y a Pascal Brisset qui est notre CTO. Ah, c'est bon. Et il y a moi. OK, solide. Puis là, on va rentrer dans ton industrie, dans l'industrie de la succession. On va parler de la mort, on va parler des affaires compliquées et émotives. Fait que je pense que on va juste faire une petite passe de glossaire, genre, puis de terminologie. Fait que y a-tu des termes qu'on devrait définir avant, mettre la table pour genre, c'est quoi le langage d'une succession de hérité, toutes ces affaires-là. Moi, j'en ai une couple, là, mettons, succession, on a-tu besoin de le définir? Liquidateur, homologation, patrimoine, qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ouais, donc à peu près partout dans le monde, quelqu'un qui est décédé ne peut pas posséder d'actifs. Exact. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a c'est ça qu'on appelle une succession. Donc, la succession se crée et tous les actifs sont, en anglais, on dit un deemed disposition. Là, fait que tu assumes qu'au décès, tout a été vendu et se retrouve dans la succession. Donc, c'est un peu ça. Donc, il se fait taxer. Exactement. Ensuite de ça, un liquidateur ou un exécuteur testamentaire, c'est la personne qui a le rôle fiduciaire. Donc, un rôle qui est très... qui a beaucoup de scrutiny. Là, il y a beaucoup de gens qui regardent ta barre. Tu dois agir en bon père de famille. Là, en légal, là, c'est comme ça qu'ils disent. Donc, pour le bien de la succession. Donc, tu es responsable d'administrer la succession, de protéger les actifs, de liquider les actifs, de rembourser les dettes, de distribuer l'héritage et de faire tout ce qui est comptabilité, impôts. Ouais, c'est ta première dette, c'est les taxes. Définitivement. Puis ça, Alex, pour le monde qui n'ont jamais vécu ça, c'est pas, tu sais, souvent on pense que c'est quelqu'un de la famille ou ça peut être n'importe qui est nommé liquidateur, right? Ça peut être n'importe qui. C'est souvent, je pense culturellement, c'est souvent un membre de la famille. Souvent c'est l'époux ou l'épouse. En deuxième lieu, c'est les enfants. Des fois, c'est des frères. Des choses comme ça. Là. Donc, mais c'est culturel. C'est assez culturel. Nous, il y a des endroits dans le monde, en Afrique du Sud, où c'est à peu près 90% des gens qui nomment un liquidateur professionnel. Donc, les familles, c'est comme connu que c'est pas un bon moment à passer. Et donc, c'est des liquidateurs professionnels, c'est des trusts qui font ça. Ouais, il y a différents. C'est très culturel. C'est très culturel. Super. Homologation, ça veut dire quoi? En anglais, ils disent probate. Au Québec, on a une particularité qui est le registre des testaments. Là, donc, au barreau et à la Chambre des notaires, qui est un centre unique pour retrouver les testaments. Ça existe à peu près nulle part ailleurs dans le monde. Ça, c'est une des choses qu'on fait très, très, très bien au Québec. Ouais. Et donc, vu que ça n'existe pas nulle part ailleurs, probate, c'est le fait de prouver que le testament est le dernier testament qui a été fait. Exact. Et là, donc ça se passe devant un juge parce que là, les institutions financières veulent pas tu sais que toi, tu arrives demain matin avec un testament qui date du 1er janvier, puis tu vides les comptes bancaires, puis là, ta sœur arrive après avec un testament qui date du 6 janvier. Ça serait son genre. Puis... ouais, mais là, exact. Pas vraiment rien. Mais dans ce cas-là, c'est toi qui a été croche un peu. Ouais, exact. Tu as pris le plus vieux des deux testaments. Puis tu sais, le monde, ce qui catch peut-être pas, c'est que t'as du genre de versioning de testament dans la vie. Là. Oui. Genre, en 2008, là, t'étais heureux marié, puis là, t'es allé avec un notaire, puis t'as fait une belle affaire. Puis là, en 2014, t'haïssais ton ex-époux, épouse, t'as écrit de quoi sur un papier, tu l'as signé, tu l'as mis dans tes dossiers. Là, tes héritiers trouvent ça. C'est un shit show. C'est un shit show. Ça peut facilement être un shit show. Fait que l'homologation, c'est l'acte de dire, OK, la pièce maîtresse, là, la dernière branche qu'on pousse en production pour tout le monde. C'est une bonne façon de le voir. Ouais. Déjà, excuse, parce que je suis là-dedans un peu, mais c'est ça. Là. Fait qu'on s'entend sur ce document-là, les conditions dans ce document-là. Mais c'est vrai que c'est sick qu'on ait un genre de registraire centralisé, parce que nous autres, parce que je veux pas rentrer trop dans les détails pour pas mettre whatever. Nous autres, quand on a eu à dealer avec ça, il a fallu en faire une recherche testamentaire, puis sinon, c'est genre, c'est quoi, man? T'es un cambrioleur qui va, genre, dans les armoires, dans les tiroirs, dans les cartables de la personne défunte, t'appelles du monde que tu veux plus parler ou qui te connaissent pas, t'essayes de trouver... C'est fuck all, là. Fait que ça, c'était cool. On a déjà eu un client que c'était des post-it qui étaient collés sur le mur. Oh, ouais, tabarnak. Ouais. Tu sais, va prouver ça en cours après, là, ça a été... c'est pas facile. Hein. Ouais. Ah, je te crois. Ouais. OK. Puis le patrimoine, laisse-moi essayer de le définir. Bon. Le patrimoine, c'est l'ensemble des actifs et biens que tu possèdes qui doivent être liquidés et redistribués un peu à ta succession? Ben, en fait, ton patrimoine, aujourd'hui, tu as un patrimoine. Tu sais, tous tes actifs, ben ouais, tous tes actifs, ça fait partie de ton patrimoine. Et donc, c'est l'équivalent, c'est your wealth en anglais. Là, ils disent ton wealth, mais c'est ton patrimoine. C'est ça. Fait que ça peut être n'importe quoi. Là. Ça peut être des actions, des meubles physiques, une maison, comme tu dis. Collection de Pokémon, ce que tu veux. Gros wealth. Ouais, gros wealth. OK, trop sick. Fait que là, avant Clear Estate,
comment tu décrirais l'expérience classique d'une liquidatrice ou d'un exécuteur testamentaire? Moi, j'ai vécu certaines affaires. Toi, t'en as clairement vécu. Mais là, dans le fond, on fait le monde avant ton produit puis le monde après ton produit, genre un peu. Ouais, je vais parler hors Québec parce que le gros de notre business se passe à l'extérieur du Québec. Là. Mais US mostly ou non, je te dirais Canada. Puis on est dans 8 États américains, là, les gros. OK, cool. Mais avec Californie, Texas, New York, etc. Beaucoup de Canada anglais aussi. Mais beaucoup de Canada anglais. Okay. Nos efforts de distribution passent beaucoup par le Canada en ce moment. OK. L'expérience type, là, il y a un catch-22 parce que pour pouvoir passer en cours et recevoir tes lettres de probate, là, comme quoi tu es le liquidateur, faut que tu montes toutes sortes d'informations, faut que tu donnes un sommaire de la succession, il y a combien d'argent en succession, tout ça. Sauf que les banques veulent pas te donner d'informations tant que tu n'as pas le probate. Fait que là, tu as une espèce de catch-22 qui se passe. Il y a plein de choses qui doivent être faites. Une des grosses erreurs que les gens font, c'est quand la maison est vide, ils n'appellent pas l'assureur pour dire « Hey, la maison est vide ». Donc là, s'il y a un feu, l'assureur dit « Ouais, mais là, la maison n'est pas censée être vide. Là. Donc, moi, je paye pas. » Donc, tu sais, ça, c'est des choses qui arrivent. Fait que ton rôle de liquidateur, là, c'est un rôle fiduciaire, donc de protéger la succession et les héritiers. Et ce que ça veut dire, c'est vraiment, tu vas protéger les actifs, tu vas s'assurer que la maison, il y a du monde qui vont visiter, qu'il y a de l'électricité en hiver, que les tuyaux ne pètent pas. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses qui doivent être faites. Donc, les gens sont typiquement liquidateurs une fois dans leur vie. Donc, par définition, tu es mal préparé pour ce rôle-là. C'est un processus qui est légal, comptable puis administratif. Donc, il se passe plein d'affaires en même temps. Généralement, tu es encore, quand tu agis comme liquidateur, typiquement, c'est tes parents qui décèdent. Ouais. Donc, tu es souvent encore actif dans le marché du travail. Puis là, soudainement, tu as comme 400 heures d'ouvrage à gérer l'Internet, les banques, les courtiers immobiliers. Puis ça se fait pas, c'est pas des soirs et des week-ends. Hein. Ça se fait, c'est du 9 à 5. C'est les banques, c'est du 10 à 2. Là. Du lundi au vendredi. La poste, les lettres. Ouais. Tu vas à la poste chaque calice de semaine en espérant que ça unlock une autre étape. T'as-tu découvert autre chose? Exactement. Exact. C'est exactement. Complètement fou. Ouais. C'est 400, Alex, 400 heures, c'est de quoi que tu as genre roughly estimé en moyenne, Canada, c'est à peu près 400 heures de travail. Là, entre passer du temps en ligne avec l'Agence du revenu du Canada, gérer les impôts, vider la maison, nettoyer, organiser les trucs, parler aux héritiers, te pogner avec les héritiers. C'est ça ça prend du temps. Ouais. En tout cas, pour avoir vécu proche, c'est sounds about right, là, le genre de 400. OK. Fait que, mettons, qu'est-ce qui fait le plus mal là-dedans? C'est-tu juste le sheer volume de travail, à part le deuil, là, of course, parce que c'est ça qui est insane, c'est qu'il faut que tu fasses ça pendant que tu as perdu quelqu'un de vraiment important pour toi. Là. Je te dirais, ça arrive pas toujours, mais ce qui fait généralement le plus mal, c'est les dynamiques familiales complexes. OK, ouais. Puis, il y a des choses qui sortent. Là, tu as un moment où tout le monde est en deuil dans la famille. Les gens ont des situations financières différentes dans leur vie. Puis des fois, on le sait pas. Des fois, il y a du monde qui ont des stress financiers super intenses, mais on le sait. Là, on est dans un milieu inflationnaire en ce moment. Là, tu sais pas qu'il y a des situations financières difficiles. Puis là, il y a une personne dans la famille, typiquement le ou la plus vieille de la famille, qui a accès à toute l'information, qui a accès à tous les comptes bancaires. Fait que là, il commence à avoir de la suspicion, puis là, tu te fais demander hey, où est l'argent? Dans combien de temps je vais avoir l'argent? Combien d'argent? Je peux-tu avoir l'argent maintenant? Il se met à avoir beaucoup de pression sur puis c'est pas tous les liquidateurs qui sont créés égaux, là, qui sont capables de dire hey, relax, hein, il y a un processus, voici le processus. On le sait pas. On le découvre, le processus, au fur et à mesure, à chaque étape. Fait que c'est ça c'est tough. Le mot c'est une assonance, allitération, mais le mot qui me passe en tête, la phrase, c'est genre grief and greed en même temps. C'est genre rock'n'roll. Ouais, c'est vrai. Puis tu sais, on peut pas s'en empêcher d'y penser. On a toute notre réalité financière, notre genre d'hypothèque ou genre, on a quelqu'un de malade qu'il faut s'occuper. Puis là, on est là, ouais, Chris, dans le fond, ce cash-là, ça pourrait peut-être m'aider. Puis non, c'est nuts, man. OK. Fait que là,
on a catché un peu les erreurs coûtantes. C'est quoi les irritants de ce processus-là? Il y a à peu près 10 sources différentes avec lesquelles il faut que tu te connectes. Il faut que tu te connectes avec des banques, des assureurs, avec le gouvernement, avec l'hôpital, avec la maison funéraire. Il faut que tu te connectes avec la famille. Il faut que tu te connectes avec, I guess, des planifs financiers. Tu sais, ça dépend. Ouais. Fait que toi, tu sais, quand tu builds une startup, une des erreurs qu'on fait souvent, c'est je vais tout régler les problèmes. Mettons, d'une personne ou d'une industrie, puis je vais en faire trop. Ouais. Fait que là, la genre de vieille sagesse commune, c'est laisse-moi, genre, faire un MVP, puis être méga comme ciblé. Toi, t'as-tu vécu ça avec Clear Estate ou est-ce que tu t'es dit, OK, je vais régler un problème super discrete puis petit, puis après, on réglera tout ou. Écoute, ça, c'est insane dans notre business parce que on codait plus vite que le processus de succession. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est que le premier client qu'on a eu, là, mais là, on avait ça de code. On avait juste ce qu'il fallait pour partir la succession puis avoir des affaires. Mais ça prend... On est dans la pandémie, là, on a créé ça. Avoir probate, là, ça peut prendre 9 à 12 mois à ce moment-là. Fait que avant qu'on se rende à la prochaine étape, là, j'avais 9 mois pour une startup, là, j'ai le temps de coder du stock en tabarouette avant de me rendre. Ouais, Puis là, j'étais en train de... Fait que le MVP, là, on l'a fait linéairement basé sur le processus d'administration d'une succession. Puis on rajoutait du code au fur et à mesure, puis des fonctionnalités au fur et à mesure qu'on en avait besoin. Ça, c'était comme un... c'est rare dans une vie là, que tu peux te permettre de faire ça parce que le processus d'administration d'une succession est tellement long. J'aurais pas pu faire ça en planification successorale, qui maintenant, c'est le gros de ma business. Ça, c'est de faire de la planif successorale. Parce que le processus, il est très rapide. Ça, en dedans de 8 à 10 semaines, on a tout réglé. Le dossier est clos. Donc, j'aurais pu faire ça. Là. Ça aurait été, les premiers clients auraient eu une expérience vraiment difficile, puis le deuxième aussi, puis le troisième aussi. Ouais. Mais il y a de quoi qui me buzz, man, puis si t'es à l'aise d'en parler, on peut, sinon on skippera là, ou on coupera, whatever, mais genre, tu sais, quand tu vis un deuil, mettons, la première année après ou les premières années, tu vis des firsts. Ce que je veux dire, c'est, oh, là, c'est la première fois que ma fête, ma mère est pas là. Là, c'est le premier Noël que paye est pas là. Ouais. Genre, normalement, cet été, on allait camper, fish trip, whatever. Wow, fuck, ça se passe pas, tu sais. Fait que tu vis une succession de ce que j'appelle des genres de triggers de deuil, là, tu sais. Ouais. Mais toi, pendant que tu étais là-dedans, dans ces premières-là, tu buildais un produit sur la succession. Fait que j'ai comme l'impression que tu nageais dans du trigger, mais est-ce que toi, t'as trouvé ça tough ou au contraire, ça a peut-être été une force motivante pour toi, genre? Ouais, tu sais, j'avais une relation particulière avec mes parents. Là. C'était pas nécessairement des citoyens modèles. Et par conséquent, je te dirais que ça m'a beaucoup réconcilié avec ma mère et mes parents. Tu sais, d'avoir à parler de l'histoire de ma mère. À un moment donné, je parlais de ma mère à tous les jours. Là, tu sais, puis c'était un rappel que ce que j'étais en train de construire, c'était un peu un leg de son dernier leg qui est mon calling, ma carrière, quelque chose comme ça. Donc, ça a été très réconciliateur pour moi de faire ça. C'était très thérapeutique. Wow. Absolument. Absolument. C'est que c'est constructif et productif aussi. Absolument. C'est pas genre destructeur, c'est pas, tu stalles pas, t'avances, tu builds. Écoute, ça se fait pas sans heurte là, de faire une startup, fait que je dirais pas que c'est pas destructeur. Voilà, fair. Mais ouais, effectivement. T'étais-tu déjà papa? J'étais pas encore papa. J'ai mon fils est né 1 an après 1 an moins 3 semaines après la création de l'entreprise. Ah ouais? Ouais. Ouais, fait comme basically cliché, mais 2 startups en même temps, là, 2 gros projets. C'est mon cofondateur Pascal, sa fille est née 3 semaines avant mon gars. Ah ouais? Fait qu'on était nos pat leave n'ont pas été très longs, je te dirais, mais nos femmes ont été exceptionnelles. Mais effectivement, là, ça a été rock'n'roll. All right. J'ai l'impression que j'ai skippé une step que je veux réinsérer dans notre conversation qui est genre fais-moi un démo verbal du produit, juste pour que le monde catch. OK, tu disais, on écrit du code, etc., on ship des nouvelles features. Clear Estate, d'un point de vue, la partie produit logiciel, ça ressemble à quoi, mettons?
Ben, pense un peu à TurboTax pour une succession. Donc, essentiellement. Avec un meilleur UI. Ouais, ben oui, mettons. Donc, on a. Puis plus de staff. Donc, tu parles à quelqu'un. Tu peux parler à quelqu'un à travers le processus très facilement. Donc, l'idée, c'est un portail facile d'accès. Nos clients ont en moyenne 65 ans et plus. Là, donc, c'est écrit gros. C'est des formulaires simples. On a le premier livre que Pascal a acheté, c'était UX for Seniors. Wow. Comme jour 1, là, on a paf, c'est rentré dans un dossier, on s'est mis à regarder ça puis à créer des design patterns basés là-dessus. Salutations à Elsa, qui est notre UX designer, notre premier employé qui est rentré au jour -10 de la création de l'entreprise, puis qui est passé à travers ça, puis qui nous a aidé à monter un UX qui était designé pour des adultes qui ont 65, 70 ans, puis qui sont pas nécessairement super à l'aise avec les technologies. Trop sick. Donc, dans ce logiciel-là, ce qu'on a, c'est on a une liste d'actifs puis de passifs, donc agrégés. On a un arbre de distribution, donc une espèce d'arbre généalogique. La liste, le Rolodex, là, tous les contacts de la succession, c'est qui les enfants, les parents, les ci, les ça. On a un step by, fait qu'on a une série de formulaires. Donc, pense à TurboTax. Donc, on demande. Moi, ce qui me tuait dans le processus, ça, c'est t'as des formulaires qui se répètent. Donc, tu as le formulaire qu'il faut que tu t'envoies à l'Agence du revenu du Canada là, pour en cas de décès. Puis, ça, c'est 175 questions. Puis, tu as le formulaire de survivant qui, lui, c'est 185 questions, mais c'est les mêmes questions, mais pas tout à fait dans le même ordre. Puis là, il faut que tu te retapes le formulaire au complet, puis là, tu relises, puis là, tu vas être sûr de ne pas te tromper. Ça, c'est complètement débile. Là. Donc, nous, on a chaque pièce d'information, on la collecte une fois. Puis après ça, on injecte un peu d'IA là-dedans, un peu de processus, puis on peut réinjecter tous ces champs-là dans n'importe quel formulaire qui vont rentrer pour une succession à travers tout le Canada, puis dans 8 États américains. Fait qu'on a des formulaires, on en a. Donc, c'est un peu ça l'idée. Puis on a appelé ce processus, c'est le Step Engine là, qu'on appelle. Là. Donc, c'est un step-by-step, c'est des formulaires, une étape à la fois. Peu de questions, tu passes à la prochaine étape, ça sauve automatiquement, il n'y a pas de piton sauvé, ça continue, ça accumule l'information. Puis, on a pris un processus c'est un arbre de décision de succession. Okay? Ouais. Comme tu as plein d'embranchements, puis ça devient gigantesque. Je l'avais dessiné, là, c'est la première chose que j'ai faite. Je l'ai encore là, dans Figma, là, c'est comme gigantesque. Puis on a trouvé une façon de le rendre quasiment linéaire. Fait que pour l'utilisateur, ça a l'air linéaire. Dans la réalité, ça ne l'est pas du tout. Ça branche de partout. Puis là, à chaque fois que tu prends une décision, mais ça ferme des portes puis ça en ouvre d'autres. Puis c'est ça le magic factor là, de notre app, c'est de rendre un processus multi-branche comme si c'était linéaire. All right, folks. Un petit shout-out à Poka, employeur premium, ça se passe. Poka, c'est la plateforme de travailleurs connectés qui aide des usines comme Nestlé, Mars et plus à former puis à outiller leur équipe terrain. Il y a plus de 250 000 utilisateurs dans 55 pays. Ça a été acheté par IFS en 2023, mais l'équipe produit et plein d'autres continuent de rouler de façon autonome, autant à Québec qu'à Montréal. Puis en ce moment, ils cherchent du monde vraiment sharp en engineering. Donc, on parle de dev backend, dev mobile, des development managers. Ils cherchent aussi brand designers, stratèges de contenu, un paquet de beaux rôles sont ouverts. Puis tu sais, c'est vraiment du vrai enterprise SaaS, c'est-à-dire qu'il y a des beaux défis techniques sérieux. On parle d'intégration avec genre 100 plus systèmes, du AI en prod, puis même une app Vision Pro. Fun fact, ils ont des employés que ça fait longtemps qu'ils travaillent chez Poka, donc 7, 8, 10 ans. Puis quand tu pognes le cap du 7 ans, tu reçois une paire de AirPods Max. Puis quand moi, j'ai chillé là-bas puis que j'ai visité les bureaux, j'en ai vu plein dans le bureau. Fait que je trouvais que c'était une belle touche. Check leur offre d'emploi sur saspace.com/emploi avec un S. Tu vas tomber sur le job board. Les offres de Poka sont highlighted au top du job board. Ou sinon, tu peux aller directement sur poka.io, cliquer sur l'onglet Carrière dans le footer. poka.io. Tu cliques sur l'onglet Carrière dans le footer. All right? De retour au pod. Puis, ce qui est sick avec ton modèle aussi, c'est que t'as comme j'ai fait un gros pod solo sur genre les moats à l'ère de l'AI pour le SaaS. Là. Ouais. Puis genre, toi, dans le fond, t'as comme une défensibilité qui vient de industry knowledge, de service aussi. C'est un des moats que je parlais de imbriquer du service professionnel puis de la confiance humaine avec le software que tu sers. Puis vous l'avez, ça, right? Oui, absolument. Okay. Fait que, peu importe dans le processus, si genre je capote, je suis en panique, je sais pas ce qui se passe, je peux facilement, mettons, parler à quelqu'un.
Oui, c'est ça. Puis nos agents, ils peuvent changer. Là, donc, ce qui est cool, c'est que maintenant, pour les agents, ben, tu as quelqu'un qui t'appelle, hey, j'ai ce problème-là, ou c'est un chat. Tu ouvres le dossier, puis là, il y a un sommaire AI qui sort, qui est comme, voici les 6 dernières conversations, puis voici où est-ce qu'il est rendu dans son processus. Fait qu'en 7 secondes, notre équipe est capable de dire, OK, voici ce qui se passe, puis voici la prochaine étape. Là. Oui, Donc, parce que si tu peux t'accompagner. c'est ça, c'est que vu que tu as centralisé la donnée de ce qui se passe avec le processus de succession, ton contexte est déjà chargé dans la tête de ton conseiller, alors que dans la vraie vie, si tu n'utilises pas un truc comme ClearState, tu appelles quelqu'un, man, tu laisses un message sur sa boîte vocale, t'entends qu'il te rappelle. Là, t'es comme, ils vont te poser plein de questions, t'es comme, mais là, ça, je sais plus, ou je m'en rappelle plus, c'est où, genre. Fait que la friction puis le temps à avoir l'aide est genre insane comparé à ça. Une autre affaire que je voulais te demander, c'est genre, là, on a comme fait un zoom sur le UX du ou de la liquidatrice dans ClearState, mettons, sauf que il y a comme 2 user types, on s'entend. Moi, comme c'est pas le liquidateur qui va être exposé à la plateforme en premier, c'est la personne qui va éventuellement décéder puis dire hey, gérez mon patrimoine, aidez-moi avec ça, s'il vous plaît, ClearState. Fait que ça veut dire que t'as comme 2 onboarding flow qui arrivent un avant la mort puis un après la mort. C'est-tu vrai, ça? Ou? Ouais, absolument. Donc, puis même, je dirais, c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a un cas où, tu sais, si je prends mon cas idéal, OK, c'est que on a un client qui a besoin d'aide pour faire sa planification successorale. Donc, on rentre, on l'accompagne, on l'aide à prendre les décisions, à monter la plateforme. Donc, on a notre voûte numérique avec toutes les activités. Donc, on prépare son décès. Ouais. Ce qu'on se dit, là, on prépare le décès de façon à se dire, ben, si tu meurs demain matin, on a toute l'information qu'il faut pour faire les probates. Puis là, il faut juste ajouter les valeurs, tout ça. Ce qui est dur, c'est de trouver des actifs que tu sais pas qui existent. Ça, c'est très difficile parce que tu te mets à appeler des banques, des institutions financières. T'avais-tu un REER dans cet ancien employeur-là d'il y a 10 ans? Je sais pas. Mais il me semble que Frank avait un cold wallet de Bitcoin à quelque part. Exactement. Donc, ça, c'est des vrais problèmes. Et donc, alors que ce qui est fou de penser, là, c'est en 2 heures de travail du planificateur, là, si on a une conversation ensemble, là, en 30 minutes, là, j'ai 90% de ton bilan successoral, patrimonial. J'ai mon tout. network. Exactement. Mais si c'est moi ton liquidateur, là, puis je le sais pas, j'ai pas eu cette conversation avec toi, là, ça va me prendre des mois de découvrir tout ça. Alors qu'en 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, là, on peut tout régler ça. Puis c'est très clair. Donc ça me rend fou. Ça me dérange là, que les gens posent pas ces questions-là, que les notaires, les avocats ont tendance à être des gens de chiffres, puis pas des gens de chiffres, justement, puis à pas poser ces questions-là. Puis dans le flow d'onboarding, donc, on onboard cette personne-là. Au décès, si on n'est pas le liquidateur, ben oui, on a une validation, quelqu'un qui nous dit « Hey, mon père est décédé, on a trouvé les dossiers, on sait que le testament est avec vous, on aimerait ça aller de l'avant. » Puis là, on a un processus de juste s'assurer que la personne est morte, pas donner accès à de l'information. Le gouvernement? On demande les certificats de décès, puis certaines des informations, des preuves du salon funéraire, des choses comme ça. Il n'y aurait pas moyen que tu reçoives ça automatiquement éventuellement? Ben, c'est compliqué. Oui, mais c'est très compliqué parce que c'est un processus gouvernemental, bureaucratique avant que ça sorte. Pendant un bout de temps, au Québec, là, c'était 6 mois à obtenir le certificat de décès. Donc, faut trouver d'autres choses puis d'autres moyens de valider. Puis après ça, il y a des gens de qui on n'a jamais fait la planification successorale qui nous appellent en disant « Hey, mon père est décédé, puis là, je sais pas quoi faire, aidez-moi. » OK. Puis là, ça, c'est un flow un peu différent. C'est sûr, c'est plus chargé. Là, c'est plus chargé, c'est plus involved, c'est plus... Mais t'as dit de quoi qui me buzz, Alex? T'as dit genre, ça me rend fou que le monde pose pas ces questions-là à la personne qui va décéder à l'avance pour être un minimum prêt. Puis ça te rend fou parce que tu l'as vécu, le pain, mais tu le sais que c'est facilement réglable avec, mettons, avec ton software ou avec d'autres solutions. Fait que, mais la raison pour laquelle le monde pose pas ces questions-là, c'est que c'est tabou, man, la mort, un petit peu. Puis genre, moi, là, ce qui me buzz, c'est que là, j'ai cette conversation-là avec toi, puis on l'a vécu, la mortalité dans la famille récemment, j'ai vécu quand j'étais jeune, on a perdu mon père, puis tout. Je le sais for a fact que c'est de la merde. Je le sais, toute l'info qui manque, je le sais ce qui m'attend, moi, quand je vais perdre quelqu'un, puis je vais être liquidateur. Puis même si je le sais, dude, je build ma business, je prends pas le temps d'avoir la calice de conversation, man, puis de faire, mettons, de onboard sur ClearState ou whatever. C'est à cause qu'on se crisse la tête dans le sable par rapport à ce tabou-là. Comment
comment tu parles de ça ou comment tu penses à ça dans ta business, genre? Écoute, j'ai pas disséqué les cerveaux de tous mes clients pour comprendre vraiment ce qui s'est passé, mais oui, il y a beaucoup de procrastination. Les gens attendent, se pensent invincibles. Les gens, je dis tout le temps à mon équipe, il y a de quoi vraiment plus le fun à faire avec 5 000 $ que de planifier ta succession. Là. C'est pour vrai, là, c'est comme, j'ai bien des idées en tête qui me viennent. Il y a une barrière de coût pour bien le faire qui fait que, c'est ça que j'ai envie de faire. Puis je m'apprête à avoir des conversations qui sont pas le fun, puis je sais pas à quoi m'attendre. En fait, puis mon plus gros insight, c'est ça. C'est que les gens savent pas dans quoi ils se mettent le bras dans le tordeur. C'est combien de temps ça va me prendre. Moi, je coach mon équipe beaucoup à expliquer le processus. Voici dans quoi tu te mets la main. Puis, c'est pas 10 heures sur 10 mois. Là. C'est pas 10 mois de travail. C'est 2-3 heures de travail pour toi. Puis, nous, on fait le reste, puis ça va tout être réglé. Puis, on a trouvé... Ça nous arrive là, que les gens nous appellent, nous disent « Hey, j'ai une chirurgie en fin de semaine, pouvez-vous régler mon testament là? » Puis oui, on est capable de le faire. Okay? On est capable de s'organiser avec ça. Mais c'est pas agréable. Puis le sweet spot, là, c'est comme 8 à 10 semaines où là, on peut passer à travers le processus, tu as le temps de faire tes devoirs, de réfléchir, je peux te poser une question. Hey, ça, c'est une conversation qu'il faut que tu aies avec ta femme. Qu'est-ce qui arrive dans tel cas? Comment on veut gérer ça? Comme 8 à 10 semaines, c'est le sweet spot où les gens nous disent hey, j'étais pas trop pressé, puis c'était correct. Attends, là ça me fuck un peu, mais je pense que j'ai peut-être une réponse. Ce qui me fuck, c'est 8 à 10 semaines. Si c'était juste du data collection, puis genre cocher des cases, je serais comme d'autres, ça n'a aucun sens, ça te prend autant de temps que ça. Mais là, dans le fond, ce que tu dis, c'est-tu... Non, actually, ça prend une heure. Ouais, ça prend une heure. C'est ça. Fait qu'il faut que tu prennes des décisions sur ton leg. Qu'est-ce qui se passe quand t'es plus là? Ces décisions-là, c'est pas vrai que tu t'assieds avec ta femme, t'es comme tac, 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 tac. OK, c'est beau, c'est réglé, je rappelle Alex. Puis les conversations plates qu'il faut qu'on ait, c'est OK, c'est ton fils qui va être le liquidateur, great. Mais là, si vous êtes sur un Disney Cruise, là, puis que le bateau il crash, puis vous êtes tous là, c'est qui ton liquidateur? C'est qui l'alterne? C'est qui si? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive si? C'est les si le problème. Puis ça prend du temps, puis c'est pas agréable. Puis c'est des décisions que tu peux juste prendre une fois. Là. Parce qu'après ça, t'es plus là. Fait qu'il faut que tu Fait que c'est des décisions sur lesquelles il y a un poids puis un impact. Fait que c'est pour ça le 8 à 10 semaines ton sweet spot. Exactement. C'est bon. Très cool. OK. Maintenant, parle-moi de ce tabou-là d'un point de vue go-to-market ou même HR. Genre, comment tu fais pour parler de ça publiquement sur un ad, dans une conf, sur un billboard, sans que ça soit fucking awkward ou que ça mette le monde mal à l'aise, genre? Ou... Écoute, sans faire la genèse complète, tous nos plans marketing, tout ce qui a marché puis pas marché, je pense que notre plus gros aha moment, c'est quand on distribue à travers des conseillers financiers. C'est notre meilleure porte d'entrée pour avoir les discussions. Les conseillers financiers sont excellents à avoir des conversations sur la retraite, sur les actifs, sur toutes ces choses-là. Mais eux-mêmes ont généralement le tabou. Avoir une conversation sur le décès puis qu'est-ce qui se passe après, des fois, ça devient moins confortable. Puis d'avoir un expert qui vient, qui fait juste ça, nous, on fait juste ça de notre vie, parler de la mort puis de ce qui va se passer après puis d'organiser la paperasse. Donc, on vient comme un membre de l'équipe qui vient les appuyer avec cette expertise-là. Donc, ça a été comme un match made in heaven là, où on est très complémentaire avec les conseillers financiers. Puis c'est ça qui nous aide beaucoup à croître la business. Mais oui, il y a des gros tabous dans le marché. Puis au niveau HR, je te dirais, ce qui est fou, c'est que tous les gens qui appliquent chez nous puis qui finissent par venir chez nous, c'est des gens qui ont une histoire personnelle et qui ça a résonné. Des fois, il y a du monde qui vient se joindre à l'équipe que t'es comme hey, je peux pas croire que j'ai acquis ce talent-là dans l'équipe. C'est comme j'avais envie, j'ai une recherche de sens, je suis tanné de travailler dans une banque, puis ce que vous faites, vous le faites différemment. Vous le faites pour les bonnes raisons. Je pense qu'on le fait vraiment pour les bonnes raisons. C'est insane, c'est comme le magnétisme du calling là, qu'on parlait, mais qui joue sur d'autres rôles dans ta business, pas juste sur... C'est trop sick. What about fundraising? Genre, y a-t-il des VC ou genre du monde qui sont comme ouf, man? En fait, I guess, l'industrie de la mort en général, là, tu sais, pour pas lancer cette industrie-là sur la bus, fait vraiment du cash depuis vraiment longtemps. Puis
pas des repeat customers, mais infinite customers. Fait que j'imagine qu'il y a un point de vue financier, le monde savent qu'il y a du cash, mais d'un point de vue tabou, les VC, c'est un truc. Ben, les VC ont des thèses d'investissement, right? Fait que il y en a qui ont des thèses en age tech, fait que là, on pourrait être un fit là-dedans. Il y en a qui ont des thèses, puis il y en a quelques-uns qui ont des thèses en death tech. Mais nous, on s'est toujours positionné comme à la confluence de legal tech puis de fintech, puis on se considère vraiment comme une fintech, là, mais effectivement, on touche un peu à ce qui est du legal tech. Et donc, on travaille avec des VC, puis on a approché des VC qui étaient du monde de fintech. Fait que, je te dirais, le plus gros... le plus gros challenge qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de récurrence dans notre modèle de revenus à proprement parler. Là. Puis, de dire à un VC que j'ai pas des RR, ça compute pas toujours. Là. Des fois, c'est ça. Fait que ça, c'est la portion qui est dure, mais là, ce que moi, j'aime parler, c'est notre LTV est gigantesque. Puis ça, c'est intéressant. Puis là, ça vient accrocher du monde. Là, sont-ils capables de modéliser ça? Puis il y en a, puis je veux dire, quand on a approché IQ récemment, IQ, ils ont un modèle long terme. C'est une branche du gouvernement. Donc, ils ont un modèle long terme qui faisait qu'ils ont compris notre modèle quasiment instantané. Mais c'est ça. C'est soit que tu le comprends parce que tu es dans une vision long terme comme VC ou comme private equity ou growth equity, ou ça compute pas puis il y a pas assez d'AI dans ce qu'on fait. Il y a beaucoup d'AI dans ce qu'on fait. Ouais. Mais, non, je te file. OK. Puis, comment tu fais pour convaincre un utilisateur, un client, de te faire confiance pour sa succession, alors que cet événement-là va se produire, hopefully, le plus tard possible, fait que 10, 20, 30 années plus tard, et que toi, tu n'as même pas cette longévité-là dans ta compagnie encore, puis que, genre, des startups, il y en a qui naissent, il y en a qui meurent à pas jeter. Fait que comment tu gères cette tension-là, puis que tu te crédibilises future-proof, genre? Écoute... Fait que oui, on est en startup, mais on n'est pas complètement responsable. Là. Donc, on a pris vraiment le soin de s'assurer que les clients soient accompagnés. Donc, dans notre processus, quand on fait une planification successorale, le client reçoit un dossier qui contient toutes les affaires qu'ils ont besoin. Donc, physiquement, il y a un dossier qui est en place. Quand on est nommé comme liquidateur, tu as raison, effectivement, là, il y a des gens qui vont mourir dans 20, 30, 40, 50 ans là, dans les clients qu'on a signés. Puis, on a 6 ans d'existence. Donc, c'est de là notre partenariat avec la Banque nationale, là, donc le trust de la Banque nationale. Donc, on est un peu un neo-trust. Là. Il y a le terme neo-banking. On considère qu'on est le premier neo-trust en Amérique du Nord. Donc, on piggyback sur le trust de la Banque nationale. Puis, sur leur licence de trust, on a une très bonne relation de partenariat. On agit comme agent pour le trust. Puis, donc, notre tarification, on a un tarif qui est super avantageux quand tu fais affaire à ClearState. Puis, si jamais on n'était pas là, ben le fallback, c'est le mode standard, c'est le trust de la Banque nationale qui va reprendre le dossier dans son entièreté sans nous. Donc ça crée beaucoup parce que le trust de la Banque nationale, je pense, célèbre ses 100 ans cette année. Si c'est pas l'année prochaine. Mais donc, tu sais, c'est un trust qui est connu, qui est stable. Fait que comme une neobank, genre Mercury pis ces affaires-là, je sais pas si c'est une neobank officiellement, mais bon, les genres de banques digitales qui, eux autres, dans le fond, ils t'offrent un UX qui est meilleur, mais en arrière, en dessous, t'as comme une infrastructure classique qui est plus dur à shaker de banques charter banks ou de vraies banques. Fait que si la neobank a chie, il y a comme un fallback sur une institution plus traditionnelle. I guess. Exact. Okay. Exact. OK, fair enough. Mais, OK, ben parle-moi de bord B2C versus B2B, parce que il y a un monde, j'imagine, dans lequel tu as des channel partners ou genre des réseaux de distribution via des planifs ou des assureurs, que en théorie, la confiance du client ou son mind space de OK, il faut que je planifie ma succession, c'est déjà acquis, mettons, puis là, eux autres, ils poussent juste ton soft pour ça, genre? Absolument, ouais. Okay. Donc, nous, on a commencé comme business B2C. Puis à l'époque,
c'était pas notre souhait. On a toujours souhaité devenir un espèce de B2B2C play là, où on travaillait avec des partenaires qui ont du trust equity avec leurs clients puis ça. Mais nous, on n'avait pas à leurs yeux la crédibilité nécessaire. Là. On s'est fait dire reviens-nous quand tu auras géré un peu plus de succession. T'es allé direct puis là. Fait qu'on est allé direct. On est arrivé à un point où on filait quasiment 150 probate par mois. Là. Fait qu'on filait plus de probate par semaine que la plupart des avocats le font par année. Probate, c'est quand j'officialise que c'est moi le liquidateur. Oui, exactement. Donc, quand je soumets ce papier-là. Donc, fait que ça marchait. Oui. Mais un des défis qu'on a eu, c'est que la fenêtre d'acquisition d'un client, là, c'est très, très court au décès. Donc, ça se passe après le décès, puis la décision se fait comme dans les 2 semaines qui suivent le décès. Puis là, à ce moment-là, tout le monde essaie de te vendre des sandwichs pas de croûte, une urne ou écoute, c'est une pierre tombale, tout ça. Donc, il y a bien des choses qui se passent. Il y a beaucoup, beaucoup de décisions et de logistique à prendre. Ça coûte excessivement cher d'acquérir un client dans cette fenêtre-là. Puis, c'est là où on a fait le pivot. Fait que là, notre CAC n'était pas ce que je te parlais tantôt. Là. Notre CAC était insane à l'époque. Plusieurs milliers de dollars là, pour acquérir un client. Parce que tu n'étais pas pré-décès, tu étais genre pas dans le planif, tu étais dans exact. Je faisais juste l'administration de succession. Puis quand on a... Les clients sont mis à nous demander très rapidement « Hey, si tu es capable de gérer mon décès un coup que c'est arrivé, es-tu capable de planifier mon décès? » OK, c'est bon. Ben oui, tu sais. Et c'est comme ça qu'on a commencé les choses. Puis oui, t'as raison. Moi, je trouve ça, je me pince à tous les jours que les gens veuillent nous nommer comme liquidateur dans la succession. Je suis comme, il y a de quoi qu'on fait vraiment bien dans comment on se présente pour que les gens, ça prend aussi il y a un peu de folie, là, mais c'est calculé. Puis je pense qu'on a vraiment bien organisé nos choses. On a des gens vraiment sérieux dans l'organisation, une belle machine d'opération pour que ça puisse se passer puis que le client soit en sécurité. All right, folks. Un petit shout-out aux chiffres partenaires certifiés SaaS Pass. Le chiffre, c'est le bras droit de l'entrepreneur tech. Ils ont accompagné des SaaS bootstrapped, financés, et même plusieurs qui ont exit. Fiscalité, prévision financière, planification, name it, sont là pour alléger ta charge mentale puis t'aider à prendre les meilleures décisions. Moi, je suis client, autant perso qu'avec mes 2 business, puis je suis plus que satisfait. Même chose pour plein de founders qui sont venus sur le pod. Check them out sur saspass.com/partenaire avec un S. L'épisode 146 avec Thomas-Louis Lafleur, leur co-founder, c'est un incontournable. OK? De retour au pod. C'est-tu accessible? Parce que, tu sais, souvent, c'est comme... C'est un produit un peu cher, comme tu as dit. En plus, il y a le tabou. Fait que ça a-tu été plus facile dans votre go-to-market de peut-être cibler des high net worth individuals ou des gens qui avaient plus de moyens au début, puis d'éventuellement, genre, aller down market pour avoir plus de volume? Ou comment tu vois ça, si tu peux en parler? Mais, tu sais, nous, on cible principalement, on essaie de planifier les boomers. On travaille beaucoup, beaucoup avec ce groupe d'âge-là. Puis, la réalité, c'est que les boomers, il y en a beaucoup là, qui ont des maisons, qui ont accumulé. Fait que c'est la génération la plus riche de l'histoire. T'sais. Donc, oui, il y a des coûts à ce qu'on fait. On est market price pour ce qu'on fait. Je pense qu'on est un peu plus cher définitivement plus cher que l'avocat du coin ou le notaire du coin. On est dans le ballpark, là, si tu travailles avec une grosse firme de notaire, on est dans ce ballpark-là. Puis je pense qu'on va plus loin parce qu'on met tout ça en voûte, on va chercher les chiffres, on organise vraiment le bilan successoral. Donc je pense que ça, c'est une portion qui est critique, qui est assez unique. Au Canada anglais, on fait pas ça au Québec. Au Canada anglais, on a un frais annuel, puis ça inclut toutes les révisions futures à ton testament. Donc ça, c'est beaucoup, beaucoup de valeur parce que tu décides, ton liquidateur meurt l'année prochaine, tu décides de changer de liquidateur, on recrée le testament, on repasse en signature, puis ça te coûte pas de frais additionnels. Oh, ouais. Fait que ça, c'est assez unique. C'est pas légal au Québec, mais c'est possible dans le reste du Canada. Donc, beaucoup, beaucoup de valeurs qu'on amène qui nous positionnent très, très différemment. Puis, notre offre de service après le décès, il y a personne qui fait le end-to-end. Toutes les trusts traditionnels au Canada ne font pas la planification. Donc, on est les seuls qui rentrent du début jusqu'à la toute fin. Ça, c'est très unique, puis ça nous positionne différemment, puis ça donne aux gens beaucoup, beaucoup de confiance qu'on est capable de faire l'expérience complète. Est-ce que ça vous antagonise contre un segment de service provider, genre les notaires?
Écoute, on a un partenariat avec Kane Lamar au Québec, là, qui est notre gros partenaire en tout ce qui est conseil légal puis notariat. Okay. Donc, non, je pense pas que ça m'antagonise parce que eux ils ont vu le potentiel puis le partenariat puis ils étaient très excités puis ça demeure d'excellents partenaires. Okay. On a beaucoup de clients qui sont avocats. Donc, puis là, je parle au Canada anglais là, qui seraient capables de faire leur propre testament tout ça, mais qui choisissent de pas faire ça, puis qu'en taux horaire, ça vaut pas la peine de le faire toi-même finalement. T'es mieux de biller ton client pour pendant ce temps-là. Donc, ça, c'est des choses qui existent. Je pense que ceux que j'antagonise réellement, c'est les trusts traditionnels. Ouais. Parce que tout mon plan de distribution, mon go-to-market passe à travers les conseillers financiers indépendants, donc hors des 5-6 grandes banques canadiennes. Mais puis on parle à toutes les grandes banques canadiennes, mais quand le trust commence à regarder ce qu'on fait, ils sont comme ouh, eux s'en viennent manger notre lunch. Okay, ouais, fait que ça, là, on est bloqué. Et je pense qu'on va se rendre, mais ça va se faire tranquillement pas vite. Puis le trust d'une grosse banque, dans le fond, ça, c'est si moi, je travaillais avec un notaire ou un conseiller financier dans une... Lui, il y a un partenaire avec un trust de grosse banque qui va dire « OK, ben ton patrimoine, c'est à travers ça qu'on va le gérer, mettons. » Eux, leur business, ça arrive comment? C'est ça. Tu peux nommer... généralement, ça arrive avec ton conseiller financier, RBC ou Scotiabank, là, sans faire de publicité. Mais ils vont dire, écoute, si tu veux, tu pourrais mettre le trust de la Banque nationale. Tu es un high net worth client, ça vaudrait la peine. Ou tu peux mettre le trust de la RBC ou tu peux mettre le trust de Scotiabank. Donc, va travailler avec ton avocat pour organiser ces papiers-là. Puis, on va vous accompagner plus tard. Mais ils n'ont pas les technologies. Comme je te dis, je parlais du fichier Excel. Là, les outils sont pas là. Ils n'ont pas la technologie. Fait que les coûts sont très élevés. Nous, on arrive à couper les coûts de façon dramatique parce qu'on utilise la technologie de façon appropriée pour que ça soit pas un délire opérationnel dans 20 ans. Non, on suit le client pendant les 20 prochaines années. J'ai une conversation annuelle avec lui. Puis après le décès, s'il y a une fiducie testamentaire, on va gérer ça. Fait que moi, c'est vraiment une relation de proximité pendant des décennies, là, ce qu'on fait. Puis est-ce que tu savais, from the get-go, que tu voulais injecter du service humain puis une présence humaine pas mal à différents touchpoints, ou au début, tu étais peut-être un peu plus cocky, tech, bro, on va essayer de tout automatiser puis de softwareiser ça, genre. Ouais, je savais que nos clients, c'était des boomers. C'est ça. Je le savais que notre client moyen avait entre 65 puis 75 ans. Fait que tu peux pas juste l'écrire gros dans ton interface. Non, c'est pas assez. Non, faut que tu puisses parler à quelqu'un, faut qu'il y ait des interactions, faut que tu te sentes accompagné, puis c'était clair. OK. C'est quoi y a-tu un brand building ou un hand-off qui se fait à quelque part entre le client initial qui va éventuellement décéder puis son liquidateur? Est-ce que Clear Estate est connu et dans la conscience du liquidateur ou Clear Estate arrive juste quand le décès se passe? Tu comprends ce que je veux dire? Nous, on coach les gens avec qui on fait la planification. On a fait un gros sondage il y a 5 ans à peu près, puis 70% des liquidateurs savent pas qu'ils ont été nommés. Ça, c'est insane. C'est insane. Ouais. Donc, nous, on coach nos clients à avoir une rencontre avec la famille, puis de dire, hey, les héritiers, mes futurs héritiers, voici ce qui va se passer au décès, la paperasse est là. C'est une conversation très brève. Si t'es pas à l'aise à avoir la conversation sur ce qu'il y a dans le testament, c'est correct. Nous, on recommande d'avoir cette conversation-là. Puis, on a un plan même, on appelle ça le plan signature, là, dans lequel on va faire le meeting familial. On va faciliter ce meeting-là en gang, puis s'assurer là, que tout le monde est au courant de ce qui va se passer. Puis une fois qu'il y a un probate ou un homologue, c'est ça le mot? En tout cas, non. Une fois que la personne liquidatrice est confirmée, etc., que toi, tu l'as confirmé. C'est quoi? Tu y envoies un encrypted login password, genre, pour qu'il se connecte sur Clear Estate, puis là...
On crée le compte. Donc, on match, on sait qui était le liquidateur, on le voit. Donc, on regarde les pièces d'identité, on regarde toutes ces choses-là. On est en mesure de dire, OK, ouais, ça, c'est la même personne. Great. Fait que oui, on crée le compte. On flippe la voûte du planificateur en mode administration de succession. Puis après ça, on invite les héritiers. Donc, on crée beaucoup de visibilité. Le plus gros problème, c'est on a un portail pour les héritiers pour répondre à la série de questions. Où est mon argent? Combien d'argent? Quand est-ce que je vais avoir mon argent? Là, c'est clair. Tu as accès à toute l'information auquel tu as le droit. Ouais, auquel tu as le droit. Puis là, ça, c'est une notion importante parce que les héritiers sont pas tous créés égaux. Et donc, il y en a qui ont accès à tout. Il y en a qui ont accès à rien. Puis, le fait de donner accès juste au bon nombre d'informations, mais ça enlève la friction entre le liquidateur, qui est comme je sais pas à quoi j'ai le droit de te donner accès, fait que je t'en donne moins que plus. Fait que ça vient éliminer beaucoup des problèmes juste en créant de la visibilité, transparence. C'est insane, man. Genre ton permission architecture, des views, tout ça, ça crée des genres de modalités uniques, je pense, de faire du software. Puis c'est d'un point de vue. Sauf des familles avec des des permissions, des sets de permissions. C'est sick, man. Ouais. D'un point de vue produit, moi, je t'ai allumé raide, là. OK, cool. Comment tu fais du cash, man? Genre, votre modèle d'affaires, j'ai l'impression qu'on a comme dansé autour tout le long, là. Puis si tu veux me donner ton CAC que tu m'as donné en fait. Écoute, notre CAC tourne autour de quelque chose comme 500 $. Donc, pour le client moyen, c'est pas très cher. Notre plan moyen, je te dirais, en planification, ça tourne autour de 4000, 4002 pour faire. Puis là, comme je dis, là, la plupart des clients nous nomment comme liquidateur. Ouais. Donc ça, c'est notre plan professionnel. Ça, c'est upfront, là, je vais payer ça. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est paiement upfront. On fait la planification. Après ça, tu as un frais de 100 quelques dollars par année là, pour juste qu'on maintienne la voûte à jour, qu'on ait une conversation pour dire, hey, tes actifs, y a-t-il quelque chose qui a changé dans ta famille, les dynamiques familiales? On a un problème de santé mentale ici, il faudrait réviser. Hey, nous, on recommande une fiducie testamentaire dans ces cas-là pour pouvoir protéger l'héritier contre lui-même. Puis là, fait qu'on a ces conversations-là, puis on peut continuer à aligner puis garder le plan vivant durant ça. Quand on est nommé comme liquidateur, on est souvent nommé aussi comme mandataire en mandat de protection. Là. Qu'est-ce qui arrive si je suis malade, je suis plus capable de gérer mes affaires? Donc, ce qui peut arriver, c'est ça. C'est qu'on est nommé comme mandataire, il y a un AVC, il y a un cas de démence, il y a quelque chose comme ça. Donc, on va venir appuyer la famille, on va prendre en charge les factures, la gestion du patrimoine, des actifs, des passifs, des dettes, tout ça. Au décès, là, on va charger un frais, ça tourne, c'est 0,75% par année. Au décès, on charge 1%. Des actifs futurs sous gestion? Ça, c'est ça, les actifs futurs sous gestion. Là. Donc, au moment où on est nommé comme le mandataire, on va commencer à charger 0,75% par année. Ouais. Au décès, on charge 1%. Tu cher ça? Je veux dire, j'ai aucun... les trusts traditionnels, ça commence à 4%. Puis là, si on est toujours, là, quand on fait la chart, là, puis qu'on regarde dans les millions, là, on est toujours à peu près un tiers du prix d'un trust traditionnel. Insane. C'est vraiment, c'est vraiment une grosse différence. Les membres de la famille qui agissent comme exécuteurs peuvent charger 5% de leur succession. Ah ouais. On rentre à 1. Puis là, tu as quelqu'un qui l'a jamais fait, qui sait pas ce qu'il fait. Donc ça, c'est une des différences. Là. Donc là, tu as une équipe professionnelle qui est équipée pour tout. Fait que tu couvres ton CAC, puis tu couvres tes rencontres puis updates annuels avec le frais initial en masse, ou I guess, assez. En masse, ouais. Puis le vrai rev ou le vrai profit, mettons, lui, c'est au moment du décès. Ouais. Mais ça, man, dude, pour le cash flow, je veux dire. Ouais. C'est long, là, avec le monde. C'est long, mais tu sais, je suis sur un unit basis, je suis profitable immédiatement sur l'acquisition de mon client, puis sur le service, parce que je fais de la planète. C'est ça. Puis oui, le LTV est gigantesque. Là. Donc oui, mon recovery initial, c'est autour de 4000 quelques, mais mon lifetime value est au-dessus de 100 000 $ là, pour un client. Donc, mais ça, c'est sur 22 ans. Donc, en moyenne, là, selon nos démographies de clients. Là. Donc, oui, effectivement. Mais il y a on a locké beaucoup de profits futurs. Exact. Beaucoup de profits futurs. C'est complètement fascinant comme modèle d'affaires, honnêtement. Là. C'est différent.
Ouais. C'est différent, ouais. Mais ben, ça fait du bien, man, d'explorer quelque chose d'autre qui n'est pas 29 et 15 par mois, puis ça churn au fond, Léon. Ben, parlant de churn, ta compétition, es-tu rough? Je te l'avais comme pas préparé, celle-là, là, mais genre, t'as-tu bien de la compétition? Es-tu canadienne, américaine? Ouais, je dirais... moi, je considère que j'ai pas vraiment de compétiteurs qui fait le end-to-end. Fait, oui, il y a des compétiteurs qui font des testaments en ligne. Ouais. On en fait des testaments en ligne aussi. C'est pas ça mon pain et mon beurre. Mon pain et mon beurre, c'est je fais un plan successoral où je suis nommé liquidateur, puis je vais t'accompagner pendant 40 ans. Ça, il y a personne à peu près qui fait ça, parce que même les trusts traditionnels font pas la planification. Fait qu'ils rentrent à l'aveuglette. Ils n'ont pas le choix de charger plus cher. Ils rentrent à l'aveuglette dans les dossiers au décès. Fait qu'ils paddlent dans les... Ils débroussaillent les affaires, puis ça leur coûte cher. Ouais. Exactement, ça coûte très cher. Ça, c'est le bout qui coûte cher, que moi, je veux pas faire. Parce que c'est ça que j'ai vécu, moi, rentrer à l'aveuglette dans les dossiers. Je veux pas faire ça. Exact. C'est pas vrai. Incroyable. Puis, c'est technique, mais la voûte que tu as référencée souvent, en anglais, on va dire vault, I guess. Ouais, OK. Fait que ça, c'est comme un répertoire sécurisé, bien classé de tous les documents, les contacts clés, les instructions. Ben, je te donne un exemple. Là, tu regardes les actifs, tu dis, bon, j'ai une maison puis un chalet, mais si je clique sur la maison, je vais avoir le certificat de localisation, je vais avoir l'hypothèque, je vais avoir tout est organisé autour de ça. Hein? Incroyable. Puis je l'ai ailleurs aussi dans un dossier qui est organisé. Là. C'est quoi le document de succession? On a comme 8 grands dossiers qui sont tous organisés de cette façon-là. Mais j'ai une question technique pour toi, parce qu'on l'a vécu nous autres, mais genre, les passwords, man. Ouais. Genre les logins avec fucking Apple, man. Ouais. Genre ça, tu peux-tu le mettre dans la voûte? Fait que, oui, on devrait éventuellement, puis on l'a pas fait encore, mais on devrait éventuellement connecter à des password managers, mais là, il y a des enjeux un peu de sécurité et tout ça. Généralement, ce que les gens font, c'est qu'ils mettent un PDF encrypté, on fournit un PDF, il encrypte, il est sauvé dans le truc, puis à chaque année, on demande « Hey, y a-tu des changements majeurs au password? » Ouais. Parce que ça aussi, c'est un pain, là. Ouais. C'est comme si, tu sais, nos vies sont tellement rendues digitalisées que si t'as pas accès dans le navigateur ou l'iPhone de la personne qui est décédée, tu sais, t'es coupé de plein d'affaires, mais en même temps, c'est méga privé aussi. Fait que c'est genre, tu sais, je veux pas vraiment que tu t'ailles checker mon historique de navigation une fois que je suis... Mais tu sais, nos clients de 65 à 75 ans, ben, la première affaire qu'on fait, c'est qu'on délite ton browser history, François, là, donc évidemment. Mais non, mais pour vrai, nos clients de 65 à 75 ans, là, ils changent pas, ils ont pas un password manager la plupart du temps. Ils changent pas leur password souvent, c'est souvent le même password partout. Donc, tu sais, je pense que c'est un peu une formalité. L'idée, c'est si on est capable au moins d'avoir le password de ton courriel au décès, ben on va être capable d'aller réouvrir toutes les affaires. Encore là, moi, je m'en fous des montants, de combien tu as dans ton compte de savings. Je m'en fous. Je veux savoir, il est où le compte de savings. Exact. Je vais le trouver le montant après. Bon, évidemment, c'est mieux quand je le sais un peu puis qu'on voit où on s'enligne. Mais l'idée, c'est j'ai besoin de savoir quoi et où, pas combien. All right, folks. Petit shout-out à Leviat Légal, partenaire certifié, ça se passe. Incorporer ta boîte, négocier un term sheet ou juste avoir des contrats qui ont de l'allure sont là pour ça. Leviat, c'est des avocats qui comprennent actually la business tech. Donc, tu n'as pas besoin de payer pour leur expliquer comment ça marche un SaaS. Ils ont représenté un solide chunk des fondateurs au Québec dans leurs transactions. Plusieurs de ces founders-là qui sont d'ailleurs venus sur le pod. Puis les reviews sont 5-star, baby. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Tu peux aussi écouter l'épisode 142 avec Guillaume Falardeau, le fondateur. OK? De retour au pod. Quand t'es VC-back, t'as 3 chemins, là, genre la mort, ironiquement, t'as l'acquisition puis IPO. Ouais. Y a-tu un monde dans lequel vous IPO? Je pense que oui. Je pense que oui. Tu sais, dans les choses insane qu'on aimerait faire comme FinTech, c'est des actifs, le 10 milliards qu'on a d'actifs sous gestion, là, c'est 10 milliards d'actifs sous gestion future. Ouais, j'espérais que tu le dises, parce que ça me buzz encore. Donc, d'actifs sous gestion future, c'est ce que nos aînés ont comme actifs au Canada quand ils ont de l'argent. Fait que c'est du S&P 500, c'est des fonds mutuels, c'est des propriétés, c'est des lingots d'or, c'est du cash. Littéralement des lingots d'or. Littéralement des lingots d'or. Je fais souvent la blague à l'interne que si je vois une maison d'un Italien à vendre, j'ouvre les murs de la cuisine immédiatement. C'est la première affaire que je fais. Mais l'idée, c'est ça. T'sais, si on est capable de mettre en place
tout ce qu'il faut pour comprendre. Je me perds dans ma question. Non, mais dans le fond, c'est juste... Moi, je disais, on peut-tu aller à l'IPO? Puis là, t'étais comme, ben oui, mais comme FinTech, man. Ouais, nous, dans le fond, on a cet accès à tout ça. Ouais, c'est ça. Donc, il y aurait moyen de créer tu sais, à la Big Short, là, de créer un swap qui est assis sur ces actifs-là. Mais là, c'est pas du subprime lending, c'est du super prime asset qui grow over time. On a beaucoup d'intérêt à faire ça. Il faut qu'on se rende à un certain niveau d'actifs pour que le cash flow qui vienne de notre voûte permette de financer ça, mais ça va se faire. Là, je serais capable de monétiser mes revenus futurs immédiatement. Ça serait le rêve. Ce serait insane. Aïe, aïe. OK. Go-to-market, genre mentionné vite fait, en ce moment, au moment de l'enregistrement, ça me coûte à peu près 522$. C'est ça que tu avais dit? Ouais. Acquérir un client. Ouais. C'est quoi le split de staff puis de budget en commercialisation entre du marketing outbound ou inbound versus du sales, genre des motions de sales plus officiels? Vu qu'on travaille avec des conseillers financiers puis qu'on a beaucoup de trust equity de cette relation-là, puis que nos conseillers, on a une très bonne relation avec nos conseillers financiers. Là, on développe des relations très long terme. On travaille avec plusieurs de leurs clients. Donc, nos taux de vente sont très, très élevés. Quand on rencontre un client, là, c'est plus que la moitié qui deviennent clients. Donc, c'est très, très élevé. Okay. Ce qui fait que j'ai une équipe. C'est à peu près un tiers en termes de budget. Un tiers vente, un tiers marketing, un tiers partenariat. Mon équipe de partenariat, réellement, c'est du wholesaling. Donc, c'est du monde qui vont gérer les relations avec les conseillers financiers, qui vont s'assurer que le conseiller, il sait c'est quoi le processus, qu'il comprend, qu'on éduque le conseiller. C'est une relation très privilégiée, le conseiller et son client. Là. Donc, tu sais, ils sont très protecteurs de leurs clients, puis c'est normal. Là. Donc, c'est juste de les encadrer puis de leur montrer de quelle façon nous aussi, on va venir accompagner leurs clients puis de devenir une extension de leur offre de service à eux. Exact. Win-win-win. Oui, exactement. Puis, c'est quoi les objections qui pop le plus en B2B ou même en B2C, si tu t'en rappelles? Faites-vous encore des efforts B2C ou c'est juste... On fait un peu de SEO. On a des clients qui nous trouvent. On a beaucoup de référencements qui se passent. Mais je te dirais, les grandes objections qu'on a, c'est... Surtout en planification, c'est le statu quo. C'est notre plus grosse objection. C'est que les gens décident de rien faire. Ce qui fait qu'on a une motion marketing où on va relancer les gens avec du contenu. Le mois passé, j'en ai vu, on a 24 mois de newsletter, puis de courriel, puis de ci avant de convertir. C'est OK, ça c'est le statu marketing quo. paid off. Là, ce client-là, il m'a pas coûté 522$. mais dans l'ensemble, c'est ça l'idée. Je pense que quand on le travaille de cette façon-là, c'est le statu quo notre plus gros problème. Puis après ça, ben, il peut y avoir une friction au niveau du coût, il peut y avoir on se fait demander OK, mais si vous faites faillite, ben fait que là, j'explique on n'est pas responsable, on fait ça, on s'assure qu'il y a un backup. Puis c'est ça. On travaille de cette façon. Puis un sales cycle, mettons B2B à travers des channel partners, whatever, des planifs. C'est autour 14 jours en moyenne. Ça, c'est à partir du moment où tu contactes le planif pour la première fois, mettons? Ben non, c'est à partir que je rencontre le client pour la première fois. C'est bon, du planif. Oui, exactement, du planificateur. Tu as toujours un humain impliqué, là. J'ai toujours un humain impliqué. C'est pas juste le planif qui rep ta plateforme pour toi, là. Non, on a un conseiller en solutions successorales chez nous qui est un vendeur, là, mais qui a été formé à pouvoir parler de succession, qui est accompagné du conseiller financier. Puis au Québec, ben, on a aussi un notaire qui vient sur le premier appel pour toutes les notions légales qui peuvent tourner autour de la conversation. OK. Là, on va changer de vitesse un peu. On s'en va tranquillement vers notre closing, pas exactement encore, mais j'ai envie de zoomer un peu plus sur toi puis le modèle de VC. Fait que toi, comme entrepreneur, dans notre call en préparation, tu m'avais mentionné que tu avais un certain problème avec l'autorité, une chose que je partage. Fait que quand tu regardes ton parcours personnel, tu penses que ça vient d'où ce problème-là? Ben, j'ai dit un peu plus tôt que mes parents n'étaient pas nécessairement des citoyens modernes. Fait que je pense que j'ai beaucoup appris par le contre-exemple. Puis quand l'autorité parentale fait des choses
quotidiennement qui sont questionnables, je pense que ça m'a formé un peu à avoir un sain scepticisme de l'autorité. Je préfère le dire comme ça. Je pense que ça se manifeste dans ma capacité à préférer demander pardon que demander la permission des fois, ce qui peut être une force, qui peut être des fois frustrant pour mes collaborateurs. Tes collaborateurs étant... C'est lesquels tu penses que ça peut être le plus frustrant pour eux, ton default vers l'action ou ton scepticisme au sein de l'autorité? Les VC, les co-founders, les employés, les clients? Pas les clients. Ouais, je pense que non, pas les clients. Écoute, je pense qu'on a atteint avec la taille de l'organisation qui change, puis on atteint 80 personnes, on a structuré l'équipe de gestion, l'équipe exécutive, c'est plus juste les cofondateurs. Fait qu'on a des VP, on a des C-level en opération, en produits, en finance, en HR, qui sont pas des cofondateurs, mais qui ont des opinions très claires, des opinions fermes, mais qui peuvent être flexibles parfois. Donc, et des fois, mon modus operandi, ça peut créer des frustrations. On a d'ailleurs fait une session de feedback récemment. On est rendu à un point où on se donne du feedback 360 en équipe. C'est un super bon exercice, tu sais. Puis je pense que ultimement, les gens comprennent que je suis un des cofondateurs, je veux le succès de l'entreprise. Ça, c'est clair. Puis je pense que quand on arrive à comprendre pourquoi j'ai attaqué certains problèmes de telle manière. Généralement, c'est le manque de temps qui fait que je communique pas au niveau où je voudrais. Je le sais là, fondamentalement que je devrais prendre un processus d'influence un peu plus souvent pour dire « Hey, guys, on fait ça de telle manière. » Des fois, je vois le problème, je suis comme « On va régler ça. Là. On va régler ça. » ça crée des tensions saines des fois. Fire up Claude Code dans le terminal. Ouais. Dangerously skip permissions. OK. C'est quoi la complémentarité psychologique avec tes cofondateurs, entre autres ta relation avec le CEO? Ouais. Comment vous êtes différents? Évidemment qu'au niveau fonctionnel, ce que vous faites dans le business, je comprends que c'est différent, là, puis c'est complémentaire, mais justement, psychologiquement, comment ça jamme? Ouais. Écoute, je veux dire, on se connaissait pas vraiment avant la fondation de la compagnie. Pascal, un peu plus, c'était mon voisin, mais tu sais, on n'était pas des grands amis, mais on s'est connus parce que c'était mon voisin. Davidé, on s'est connus via François Lafortune, il se connaissait de chez McKinsey. Davidé, c'est un avocat de formation. Il était chez McKinsey, il était au Cirque du Soleil, il gérait Vegas au Cirque du Soleil. Puis, fait que la complémentarité, Davidé, c'est un intellectuel très, très réfléchi, comme tout avocat, un peu risk-averse. Pas complètement, parce qu'il est devenu CEO puis cofondateur d'une startup. Exact. Et donc, il dit souvent je suis un 6, qu'il est un 6 en termes, sur 10 là, en termes de risk appetite, puis qu'Alex c'est un 11. Donc, je suis pas vraiment un 11, je pense que je suis un 8, ouais, je pense que on est super complémentaires là-dessus. On a vraiment développé une relation de partenariat où on travaille ensemble, on se parle depuis 6 ans, on se parle plusieurs fois par jour. Là. Une journée où je parle pas à David, je suis comme ouh, ça va pas bien, là. Il y a quelque chose qui se passe. Donc ouais, c'est super complémentaire. On est très différents dans nos personnalités, on attaque les choses complètement différentes, puis on a un gros respect mutuel pour ce que l'autre est capable d'accomplir, parce que puis je suis très protecteur de David aussi. J'essaie que le moins de problèmes se rendent à lui, parce que s'il y a un problème que moi, je suis pas capable de résoudre, c'est parce que j'ai vraiment besoin de David. Là, fait que là, je suis content de l'avoir protégé ses autres problèmes. Donc, on a cette relation-là qui est importante. Puis, c'est ça qui est spécial avec Diagramme. Il y en a qui vont déjà se connaître, avoir une relation puis cofonder ensemble, mais il y en a qui vont avoir eu un peu cette espèce d'effet... phénomène de matchmaking là, de genre le venture studio puis le fond, ils vont genre dire vous jammeriez probablement bien ensemble pour lancer mettons Clear Estate. Il y a un co-founder qui m'a dit que c'était un peu une insémination artificielle. c'est quand même drôle. Ouais. Mais le processus de dating puis de validation, genre on a-tu un co-founder fit nous autres là? Ça ressemble à quoi pour toi?
Écoute, ça a été inconfortable. Je vais dire, ouais, David, il y a un modus. Je sais pas si. Je pense qu'il le fait consciemment. OK. Mais écoute, on devait prendre un café au Cartet sur McGill, puis on s'est rencontrés de cette façon-là. On s'est jasé un peu. Moi, j'étais déjà dans le projet depuis plusieurs mois. On courtait des CEO. Il était dans la pile, puis on se parlait, on a eu une bonne conversation. Puis à un moment donné, dans la conversation, il m'a dit, tu sais, t'es déjà là depuis une couple de mois, tu sais, je suis sûr que je peux trouver des gens meilleurs que toi, mais là, je vais-tu te changer, là? T'es déjà... Là, j'étais comme... Hey, moi, j'étais en train de quitter ma job chez Emilia. Là, on avait un CEO que c'était clair qu'il allait pouvoir choisir son équipe, ce qui est 100% naturel. Mais là, comme moi, je me voyais dans l'équipe, fait que c'était pas... ça, c'était un moment inconfortable. J'ai eu une couple de moments un peu inconfortables. Je me rappelle une fois où on travaillait encore très proche avec Diagramme. J'avais une espèce de roadmap à monter. Puis j'essayais de le faire en exercice collaboratif. Tu sais, puis là, après ça, David était comme, hey, c'était cute, là, mais tu sais, j'ai besoin de pas mal plus de decision-making là-dessus de ta part. Là, donc, je suis sûr que tu es capable de plus. Mais ça, c'est une nuit où on va refaire l'exercice demain. Là, puis je m'attends à ce que ça soit à un autre niveau. Ça, c'est une nuit où j'ai pas beaucoup dormi. Okay. mais je pense, mais il m'a jamais refait ça. Okay. Donc, je pense qu'il met à bord au début, il te met inconfortable, il voit si il te lance dans l'eau, puis t'es-tu capable de nager ou pas. Mais lui, qu'est-ce qu'il avait fait avant comme background déjà? Avocat, il était à la Défense nationale, il a été chez McKinsey pendant longtemps. Puis Cirque du Soleil, comme je disais, il gérait Vegas, je pense que c'est 20 000 employés du Cirque. Ouais, exactement. Il gérait la division de Vegas, tous les shows du Cirque du Soleil. Il parle-tu en français? Oui. Ouais, ouais. Même David parle un meilleur français que moi, il est allé à Stan. Puis ouais, mais David est italien, moitié italien. Fait dans français, anglais, italien. Dans ces murs, il y a peut-être des lingots d'or. C'est ce qu'on découvrira. All right. Bon, une des particularités de ta business puis Diagramme, c'est que tu es VC-backed. Tu as une injection de capital pour accélérer ta croissance et augmenter les chances que tu fasses 100 000x. Ouais. Évidemment, qu'un modèle VC-backed, ça vient avec certaines contraintes, avec certains cadres. Est-ce que ça jamme bien avec ton problème avec l'autorité? Est-ce que ça prend beaucoup de place dans ton day-to-day à toi comme CRO? Parle-moi un peu de ça, le deal avec les VC. Écoute, je pense que ça met de la structure. Écoute, dans les pros, j'ai écouté un intéressant podcast, hein, puis bootstrappé. Moi, on a parti Clear Estate, j'avais 36 ans, j'avais une maison, je me mariais, puis les bébés allaient venir en chemin. Fait que, j'étais pas dans un moment où je suis comme, hey, ouais, je peux me payer 15 000 par année pendant les 5 prochaines années pour voir si ça va marcher. Donc, ça permet d'avoir une base puis une espèce de filet. Je pense que Diagramme particulièrement t'ouvre un écosystème qui est insane là, au Canada, avec Power puis avec tout le réseau que ça vient avec. Puis oui, écoute, je pense que le plus grosse friction, c'est on a une cadence de board meeting puis de board update qui est un peu intense. C'est un board update à tous les mois. C'était hier d'ailleurs. Puis comment? Ça a très bien été. On a eu un mois de février de feu, donc ça a super bien été. Combien de monde sur ton board? Ouf! Peux-tu le dire? Écoute, il y a du monde. Il y a du monde. Il y a du monde. Mais sur la beaucoup d'observateurs, mais notamment, moi, je suis observateur sur le board. David, c'est le membre du board officiel. Okay, bon. Mais tous les cofondateurs, puis une grosse partie de l'exécutif est présent. Là. Fait que notre gars de finance, notre CPO, on a du monde de l'interne. Je pense que ça ajoute de la valeur, puis ça donne beaucoup d'accountability, de sens des responsabilités, de dire ouais, on vient présenter au board, puis une partie des affaires, c'est toi qui l'as fait, là, fait que si tu l'as ou pas. Fait que c'est pas David qui parle c'est pas un David Show là, qui parle pendant 2 heures de temps, là, c'est super collaboratif, mais on a un bon board, je veux dire, ils sont vraiment là pour aider, puis on est chanceux, je pense. OK. Si tu partais une nouvelle compagnie, demain matin, tu irais-tu le chemin VC ou tu laisserais le bootstrapping? Qu'est-ce que tu ferais?
Ouais, ben si je pars une compagnie demain matin, j'espère que c'est parce qu'on a vendu Clear Estate puis j'ai fait un exit, un multi-million exit. Donc, je pense que j'essaierais peut-être Bootstrap, ça pourrait être intéressant. Tu sais, mon rêve le plus profond, c'est d'avoir un wine bar local pour servir la communauté et mes propres besoins. Non, je sais pas. Écoute, pour être honnête, dans le monde de l'AI en ce moment, là, je pense aucun temps à réfléchir à c'est quoi les nouvelles business que je pourrais créer. Là. Je suis focus à l'exécution de ce qu'on veut faire avec Clear Estate. Mais je suis pas sûr que je serais super excité à créer une business en SaaS en ce moment ou de créer une business en AI que Claude va remplacer demain matin puisqu'il y a un update. Ouais. J'ai des gros questionnements sur ça serait quoi la suite des choses en ce moment. Plombier, c'est plus sécuritaire. Ouais, écoute, j'ai fait un podcast d'1 heure où je parle tout seul là-dessus, fait que je vais inviter le monde à aller, aller l'écouter. Ouais, okay. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités encore. Mais évidemment que le landscape est en train de changer complètement, dude. Fait que wine bar, tu veux du vin sans... Moi, je bois pas d'alcool. Du vin sans alcool, c'est-tu bon ou c'est dégueulasse? C'est dégueulasse. C'est bon. Juste une question un peu genre d'hygiène, mais c'est un point technique que je veux ramener. Quand tu passes par diagramme, le vetting, mettons, des co-founders, de toi qui vette diagramme, c'est-tu bien long? C'est-tu une chose qui se passe en quelques semaines, quelques mois? Ben, écoute, je pense que l'idée, c'est qu'il y a dans diagramme, ils ont un pre-seed. Fait que le pre-seed, c'est pour dérisquer l'idée. Exact. Fait qu'ils pensent 6 mois à travailler une idée, réfléchir, ils mettent 1 ou 2 ressources là-dessus. À un moment donné, tu trouves un cofondateur, tu le fais joindre dans le lot, commence à développer l'idée, tu testes des affaires, tu mets du AdWords pour voir, hey, ça pogne-tu, y a-tu quelque chose qui résonne? Puis à un moment donné, tu arrives à un point, OK, on fait-tu un seed ou pas? Fait que ce processus-là doit durer à peu près 6 mois. Puis ça, toi, es-tu là-dedans? Moi, je suis rentré au mois 1 probablement de ces 6 mois-là, ouais. Mais c'est pas nécessairement tous les co-founders qui rentrent au même moment de ce processus-là, c'est ça? Non. OK. Trade-offs par rapport à diagramme? Genre pour versus contre? Ben, écoute, pour le processus de de-risking est phénoménal. Là. Je veux dire, le réseau, puis tu sais, c'est pas leur première business. Ils en ont développé plusieurs, puis il y a une méthode pour pondre une business. Jour 1, là, on s'est pas mis à dire hey, on sait quoi nos politiques d'employés HR, c'est quoi notre contrat de travail. C'est comme boum, t'as tout. Tu commences. Là, tu focuses direct sur la business. Fait que ça a beaucoup de valeur. 100%. On a eu beaucoup d'introductions qui ont ramené beaucoup de business. Le downside, c'est que vu qu'ils ont dérisqué, ben, t'as un peu moins d'équité au début. Mais c'est un trade-off qui est 100% naturel. Ils ont déjà dépensé le temps, l'argent pour développer l'idée. C'est ça qui est différent avec un venture builder. Là. C'est un autre modèle. On avait déjà un peu parlé des pots, mais c'était important pour moi d'avoir un petit balancier. Fait que c'est ça que j'essayais d'avoir. Super. OK. Hey, on s'en va vraiment pour vrai sur notre closing en ce moment. Fait que là, pour mettons quelqu'un qui écoute le pod, puis qui est en train de passer à travers une succession dure ou qu'il sait qu'il y a une succession qui s'en vient, y a-tu genre juste 2-3 pro-tips de conseils qu'on peut leur donner à part sign up for Clear Estate? Ouais, si c'est quelque chose qui s'en vient, c'est d'avoir la conversation. Hey, où sont les choses? Qu'est-ce que je dois savoir? Les papiers sont où? Okay. T'es né en Hongrie, ça se peut que tu aies besoin de traduire ton certificat de naissance puis ton certificat de mariage en français. Donc, t'es né dans le West Island, ça se peut que tu aies à traduire ton certificat de naissance en français. Donc, tu sais, je pense que l'idée, c'est un peu de mettre en place. Puis tu sais, on a un guide sur les conversations à avoir en cas de planifier sa succession là. Ça te coûte ton adresse email puis c'est tout. 24 emails. 24 emails plus tard. Mais ça a été une bonne stratégie pour nous parce qu'on te montre tout ce qu'il y a à faire puis les gens font comme oh shit, j'ai pas envie de faire ça. Ouais. Puis les gens nous aident. Mais c'est gratuit puis c'est une ressource. C'est gratuit puis c'est une ressource. C'est très bien. Sinon, mais c'est ça. Je pense que c'est d'avoir les conversations puis de structurer l'information d'une façon qui peut être absorbée par après. Puis de mettre les souhaits, que ça soit clair. Ça déchire moins les familles quand c'est clair. Là, les gens, ils se battent pas pour les REER. Là, ils se battent pour la balayeuse Electrolux puis la dernière batch de tarte aux pommes qui a été faite qui est au congélateur.
True story. Puis t'as-tu un conseil d'un point de vue émotionnel ou psychologique pour quelqu'un qui s'apprête à vivre ce que toi et moi, on a vécu? C'est tellement personnel parce que je pense qu'il y a 3 postures quand tu vis le deuil. Là. Soit tu te recroquevilles sur toi-même, soit tu tombes en mode action, soit tu es dans le déni. Puis donc, moi, ma posture, obviously, ça a été de prendre action puis de créer quelque chose avec ça. Je pense que c'est ma posture de manière générale. Fait que c'est très, très, très personnel. Nous, on le voit, là, en période de deuil, les gens ne prennent pas les décisions de la même façon. Tu as comme une... Puis ça venait de conversations avec... J'ai fait beaucoup d'entrevues avec des directeurs funéraires là, dans mon, pour comprendre le space. Ouais. Puis une des choses qui revenait souvent, c'est de donner des quick wins aux gens pour reprendre contrôle de « Hey, je suis capable de prendre des décisions. » Fait que donnez-vous des quick wins. T'sais, soyez gracieux envers vous-même. Un deuil, c'est tough. Les gens réagissent différemment à ça. Il n'y a pas de contrôle, c'est de l'émotion, on est dans l'émotion. Trouvez-vous des quick wins. Faites des petites victoires, on fait avancer certaines choses. Puis, évidemment, ma posture, c'est encore rentre donc dans l'action. Trouve une façon de te donner... Tu n'as pas besoin de comprendre tout puis de comprendre le processus. Fais un appel, cancelle une chose, parle à quelqu'un, va chercher des ressources. Ouais. Non, c'est super legit, dude. On va se faire une petite parenthèse AI pour finir. Ouais. Dans le fond, on en a parlé un peu offline, mais tu utilises certains outils d'intelligence artificielle chez Clear Estate, donc Claude Code. Ouais. Fait explique-moi un peu la place que ça prend dans ton day-to-day et ou celui de ton staff, genre de GTM ou whatever. J'ai goût que tu m'en parles un peu. Ouais, on a une petite équipe marketing, vraiment. Là, c'est très léger. On est 3. Il y a 3 personnes dans l'équipe marketing. Ce qui fait que, pour nous, d'avoir. Puis une grosse partie de ça, c'est gérer le CRM, toutes les bon, ça, c'est tout le revenue ops, là, c'est beaucoup de travail. Ouais. Puis après ça, gérer les partenaires, puis les événements. On fait beaucoup d'événements. Okay. On participe, on sign up, communication aux partenaires. Il y a des, on travaille avec 12 000 conseillers financiers là, au Canada. Fait que d'éduquer puis d'envoyer du matériel à tous ces gens-là, c'est une job à temps plein. Ce qui fait que, oui, j'aimerais ça être plus présent sur les médias sociaux, j'aimerais ça faire plus de SEO, j'aimerais ça faire plus de plein d'affaires. Mais là, on fournit pas comme équipe. Fait que je suis parti je suis tombé en amour avec Claude, puis d'Anthropic, et Cowork, puis éventuellement, ça m'a amené dans Cloud Code. Okay. Puis là, j'ai commencé à développer une équipe marketing. J'ai un co-directeur qui travaille avec un content strategy agent, un SEO writer, un graphic designer, puis un fact-checker. Tout ça travaille conjointement. On est en train de finaliser cette structure-là d'organisation. Mais moi, je capote, là, je me couche tard. Là. J'ai travaillé avec des développeurs toute ma carrière, puis j'ai été product manager, là, mais j'ai jamais été en mesure d'amener mes idées straight dans l'interface. Puis là, le niveau c'est du instant gratification. Là. Tu as une idée. Loop. J'ai une idée, je le prompt, Claude réécrit mon prompt mieux que moi, puis il feed des affaires. J'ai un processus, j'utilise, je sais pas si tu utilises un framework Get Shit Done, là, non. Qui est ça, il faut que tu checkes ça. Là, okay. C'est un processus qui t'amène en planif, en discussion, en planif, avant de coder. La qualité, la qualité, mais le workflow est insane. Okay. Puis écoute, c'est ça. C'est l'instant gratification qui vient avec ça, qui fait que là, en ce moment, je me couche bien tard, puis que je suis en train de préparer des outils pour que mon équipe puisse être décuplée dramatiquement sans affecter mon CAC à 522 $. Comment tu fais pour que le monde peut-être moins technique adopte des trucs comme Claude Code, ou est-ce que tu build quelque chose de différent? On a commencé toute l'équipe avec ChatGPT. ChatGPT, c'était le king il y a encore quelques mois là, dans ma tête. Là. Puis tout le monde s'est mis à adopter ChatGPT vraiment bien dans mon équipe, à l'utiliser. Mais puis on a fait un gros survey interne là, sur l'utilisation. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens l'utilisent encore beaucoup en brainstorming, en recherche, mais pas beaucoup en output. Puis là, on est tombé avec Claude. Quand j'ai commencé à voir que je pouvais créer des présentations PowerPoint on-brand instantanément, là, j'ai comme fait, OK, guys, on
va commencer à travailler avec ça. Ben, là, moi, j'ai step up. Ben, ça m'a aidé, moi, à step up mes communications à l'interne. Fait que là, parce que j'ai le temps de dire, hey, dude, va faire ça, puis sors-moi cette présentation-là on brand. Puis là, évidemment, le logo est tout le temps se coucher, mais le reste de la présentation est excellent. Ça me sauve beaucoup, beaucoup de temps. Puis ça permet de mieux communiquer à l'interne. Donc, je pense que l'idée, c'est comme tout, c'est crawl, walk, run, fly. Puis fly, c'est Cloud Code, là, puis d'être dedans, pousser sur GitHub. Mais moi, j'amène mon équipe là, à commencer à utiliser Cowork, à mieux comprendre le paradigm shift entre ChatGPT puis Claude, de commencer à réfléchir agentic. Puis moi, ce que je fais, c'est que j'ai une couple de steps d'avance sur le reste de l'équipe. Comme dans mon équipe exécutive, notre CPO a plusieurs steps d'avance sur moi. Là, il y a comme un race de combien de lignes de code on est capable d'écrire chaque mois. J'essaie de le rattraper. Là. Mais c'est ça. Je pense que l'idée, c'est de commencer à leur donner les agents dans un sandbox qui est contrôlé. Puis là, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais leur donner l'accès à dire, là, améliorer l'agent. Là, moi, j'ai plus le temps de gérer l'agent. Je vais aller faire d'autres agents pour d'autres équipes. Puis on va structurer ça de façon... Puis j'ai plein d'idées fortes. Mais ce qui est sick, puis ce que je voulais aussi sortir, c'est que tu me l'as dit offline, là, mais genre, tu leur as buildé une interface pour interagir avec ces agents. Tu as comme une mini-hiérarchie de multi-agents marketing. On les voit. Tu vois le feedback. Ils sont-tu en train de faire quelque chose ou pas? Puis moi, j'ai travaillé beaucoup avec Dorothy récemment, qui est un open source tool par les gars de Octave. Puis c'est justement ça, tu as un super agent orchestrateur qui peut gérer ton staff virtuel d'agents. Tu vois le statut, tout ça. Exact. Mais ce qui est insane, c'est que toi, tu as juste pu builder une interface de même qui fit tes besoins, ta team, mettons. Puis éventuellement, tu vas comme faire, OK, ben check, en arrière de l'interface, c'est à peu près ça, là. Améliore ça, s'il te plaît. Genre. Puis, mais c'est insane, man. Quelle période. Ouais. C'est whole new world. C'est vraiment différent. La dernière, les shameless plugs. T'as-tu n'importe quoi que tu veux plugger, promoter? Moi, c'est le temps, mon gars. Ouais. Moi, je cherche quelqu'un qui aurait vendu des produits financiers. C'est un embauche. Je cherche quelqu'un qui aurait vendu des produits financiers ou de l'assurance à des conseillers financiers au Québec, idéalement basé à Trois-Rivières, parce que comme ça, il y a accès à Québec en 1 heure, il y a accès à Montréal en 1 heure, peut traverser ça, arrive ça. Mais je suis ouvert à la localisation. Ça fait on cherche, là, puis on n'a pas encore trouvé la perle rare pour ce rôle-là. Puis sinon... c'est sales, là. Ça, c'est partenariat. C'est vraiment... Ça, c'est dans l'équipe de développement des affaires. C'est de gérer un portefeuille de 2000 conseillers financiers avec qui on va développer des relations, puis éduquer, tout ça. Fait qu'on cherche ce rôle-là. On va où pour voir ça? Clearestate.com, la section carrière, le rôle est là. Oui, absolument. Puis sinon, guest plug pour le produit? Nous, notre pain et notre beurre, c'est des entrepreneurs dans la cinquantaine qui sont divorcés, remariés, avec une famille reconstituée, puis qui commencent à réfléchir, qui ont joué au hockey un peu trop solide, puis que l'épaule a débarqué, puis là, ils se disent, ouais, je suis peut-être pas invincible, puis il faudrait que je planifie ma succession de façon appropriée. Ça, on travaille bien avec ces gens. Même moi, genre, je pourrais être user. Okay, absolument. Honnêtement, je vais actually le considérer, man, parce que si ça peut... Je vais te donner mon Friends and Family discount. Oh, let's go. Hey, dude, honnêtement, c'était le fun. J'ai l'impression que j'aurais pu te parler encore plus longtemps, mais merci pour ton temps. Je le prends pas pour acquis. Puis continue de builder. C'est malade d'avoir quelqu'un qui a une mission comme ça. Merci. Cheers.